Le coding est progressé, d'accord. Et yo, bonjour. Bonjour. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, professeur. Bonjour, Ouais, je fais grâce. J'étais à... Comment? Yo, je dirais que hier, tu n'étais pas là. Non, hier, j'étais en mission d'audit. Ah, d'accord. D'accord, comme tu as dit, aujourd'hui, tu es là, c'est le plus important. Merci de professeur. D'accord. Voilà, donc, hier, c'était vraiment tout ce qu'il y avait comme ça autour de comment on prend les images, on les traite pour avoir ce qu'on veut. Aujourd'hui, on a un autre titre, c'est les différentes formes d'extraction de l'image qu'on pourrait avoir. Là, par exemple, on parle des types de classification. Donc, ce matin, je disais que les premières classifications qu'on avait, les toutes premières, c'était les classifications dites manuelles. Parce qu'il y a les manuels et puis il y a les automatisés ou bien assistés par ordinateur. Les manuels, en son temps, on avait même des images aériennes. Et puis, on est passé aux premières images satellites. C'est quand on est passé aux images satellites, vu la taille des données à traiter, on a commencé à se faire aider par des logiciels. Et avec les logiciels, on a, de façon classique, deux approches. La dirigée et la non dirigée. Mais j'expliquais hier qu'on pouvait avoir l'hybride. Vous voyez de quoi je parle, non? Vous avez vu ça aussi, non? Voilà, c'est qu'on fait un peu les deux. Hein, les gens sont hybrides. On fait un peu les deux. Là, c'est bon. La dirigée, la non dirigée, vous en avez déjà parlé, non? Vous savez ce que c'est qu'une classification dirigée, non dirigée. Donc, ça, c'est le cas là. On va s'épargner beaucoup de choses. Donc, la dirigée et non dirigée ou l'hybride, en réalité, il est question de voir la position de l'opérateur. Selon vous, les trois approches, où est-ce que l'opérateur est engagé à 100%? Oui? La non supervisée. Que l'opérateur est engagé à 100%. Normalement, tu dois dire non. C'est la supervisée ou bien dirigée. On dirait une calculation dirigée par équipement. La non supervisée, ça engage beaucoup plus le logiciel. C'est-à-dire que tu lui demandes, tu lui fixes un noyau de 10 classes, il va te réunir les trucs autour de ça. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas très souvent cette classification dite non dirigée? Pourquoi? Explication. Vous qui êtes dans vous êtes concerné aussi, hein? Pourquoi est-ce que. Parce que regardez le paragraphe, c'est lui l'explique. Même quand on parle de classification dirigée, il est question de faire quoi? Quand on fait les compositions colorées, c'est justement parce que les mêmes types d'occupation de sol sont supposés avoir la même signature spectrale. C'est le postulat qu'on a. On est d'accord? Mais voilà une approche qui nous permet effectivement de regrouper certains ensembles effectivement à partir de leur signature spectrale. Et puis finalement, c'est pas celle-là qui est la plus utilisée. Pourquoi? Je reprends. On dit que la classification orientée pixel, généralement, ça regroupe les pixels qui sont supposés représenter la même réalité. Je suis où? Oui, alors. Bonjour, ça va? Pardon, je suis au cours là. Je suis au cours. Merci. Je suis sur la zone, mais tant que l'écran brille, tu vois comment ça marche. Non, je le l'ai. Rassurez-vous, c'est qui est simple. Mais dans ça, pourquoi ça me choque? J'ai dit, on dit que la classification automatique, tu lui précises juste le nom du noyau. Je sais qu'il y a 5 classes. Je lui dis 5 classes. Il va te retrouver effectivement 5 classes. Les plus homogènes possibles. Parce que finalement, le choix de l'homogénéité, ce n'est pas toi qui fais. Pas qui va te décider le nombre de classes. C'est ça, non? La dirigée, il peut y avoir des jureurs dedans. Dans la mesure où c'est toi qui sélectionnes les pixels, c'est-à-dire l'échantillon que tu lui donnes comme modèle. Mais pourquoi dans les classifications, généralement, c'est la dirigée qu'on utilise? Alors qu'on a l'automatique qui est supposé s'appuyer sur la signature spectrale, c'est-à-dire sans émotion, il nous crée des classes. Pourquoi? Question à 2 points. Celui qui essaie en premier, quand ça n'a pas marché, on passe à 0,5 points. Ceux qui sont en ligne, ils ne sont pas concernés. Hein? Oui. Très souvent, on a tendance à migrer sur la classification dirigée. Vous n'êtes pas compris avec vous hier. En fait, il y a 2 nouvelles.
D'accord, vas-y. Je disais tantôt que la classification dirigée présente peut-être pas un problème, mais Il n'y avait pas dit problème. Peut-être pas un problème. Peut-être deuxième problème. oui, elle n'est pas généralement choisie. Pourquoi? Parce que elle, lorsqu'on l'utilise, on force au logiciel de nous trouver des classes clés. Parce qu'on n'a pas la connaissance de généralement ça. Et si on utilise la classification, Vous voyez, je dis la différence entre vous qui avez fait le grillage et puis ceux qui ont fait la paix, des choses comme ça. C'est dans ces petites données-là. Ces petites données donnent une petite définition et puis c'est clair dans votre tête. C'est encore clair pour tout ce que vous dites. Moi, je vous dis, je vous dis la classification, c'est un regroupement de pixels par rapport à la signature spectrale. Parce que les signatures spectrales, les mêmes signatures spectrales sont supposées représenter les mêmes réalités. Là, on a la possibilité de regrouper ces pixels nous-mêmes, c'est-à-dire trouver les moyens nous-mêmes. On parle de diriger. Ou bien on peut demander au logiciel, on lui dit, on a 5 classes. Nous, on sait, on a fait les classes, il y a 5 classes. On peut dire au logiciel, il y a 5 classes. Retrouve-moi ces classes. Ce que la machine regroupe et ce que toi tu regroupes, il y a une différence. Mais pourquoi on est trop porté vers la diriger alors que l'automatique, il y a beaucoup plus d'engagement de l'appareil? Pourquoi? Allô? Oui? Bonjour, professeur. C'est qui? Kofi. Ah oui, c'est Kofi, pardon. En fait, comme je regarde la deux autres en même temps, Nyamou qui disait, vas-y, peut-être la réponse. D'accord. Normalement, la classification supervisée, c'est non dirigée, là, est faite pour des zones où on n'a pas assez d'informations. Or, tous les travaux. Doucement. C'est fait pour les zones où on n'a pas assez d'informations. Où on ne connaît pas le terrain, où on n'a pas fait le terrain. Où on ne connaît pas le terrain. Oui. Ok. On fait la plupart des travaux. Attends. Tu as dit quelque chose, donc on bloque à ce niveau. Moi, je dis, si j'ai une image, tu couvres l'océan et puis la terre, passage d'Abidjan, je n'ai pas besoin de connaître le terrain. Moi, je dis, je veux 2 classes. Est-ce que je ne peux pas avoir l'eau et puis les terres? Je sais Monsieur, je ne vais pas 2 classes. est-ce qu'il y a des tas d'immondices sur l'océan? On fait comment? Kofi, je dis, oui. Je vais avoir 2 classes. L'eau et puis la terre. C'est bon? Je fais une classification automatique. Je me sors l'eau et la terre. Je n'ai pas les informations de terrain? Si. Bien. Donc, tu vois que tu as fait de me convaincre. Je ne sais pas. Je sais que vous savez. Mais comment me convaincre? Attends, il a pris la parole avant. Donc, tu restes à l'écoute. Il y a une intervention sur place. Oui, l'ambassadeur du Tchad. On a tendance à défier la classification supervisée parce que la classification non supervisée pour vérifier la qualification d'inconfité et les pour l'appliquer aux classes. Si, on analyse. Moi, je dis, je fais ma classification. Voilà ce qui est terre, voilà ce qui est eau. J'ai analysé. Ça me sort 2 classes. Je sais ce que sont ces classes ou bien. Et souvent, c'est pas ces 2 cas-là seulement qu'on rencontre. Non, il a dit c'est quoi, on ne connaît pas. Regardez, ce qui se passe, c'est quoi? Quand vous donnez une définition, moi, je vous sors un élément déjà pour une définition limitée. Ou bien, il a dit c'est seulement qu'on ne connaît pas les types d'occupation du sol qu'on va l'automatiser. Je peux lui dire, sans connaître peut-être la prise de l'Est, je sais que la partie océanique, la partie terre, je peux obtenir une classification automatique, séparer la terre de l'eau. C'est possible, non? Je connais les entités. Donc, la définition est peu limitée, n'est-ce pas? Parce que je vous dis, profitez parce que vous êtes ici. Quand vous levez le plan, c'est un peu compliqué. Si moi je fais un test, comme tout le monde sait comment cliquer pour sortir les trucs là, c'est les petits comme ça pour savoir si celui qui est là, même s'il maîtrise le truc. Est-ce qu'il n'est pas en train de me pleurer et puis me sortir rapidement à la fin? Donc, vous êtes en train de me convaincre. Les arguments ne sont pas encore bien solides. Oui. Monsieur, on peut faire la classification aujourd'hui parce que celle-ci est basée sur la technique Québec. Une maîtrise, c'est basé sur la technique Québec. C'est-à-dire que dans la classification non dirigée, on laisse le choix à l'ordinateur de sortir des classes. Et sortir des classes? De sortir des classes, c'est-à-dire en fonction de ce qu'on appelle les défauts d'écrit. Je répète,
niveau de la des signature et spectrale. la signature spectrale. Mais dans la classification dirigée, on Donc, pense on le voit, dit, dans la classification non dirigée, on donne la possibilité à l'ordinateur de nous ressortir des classes. On devrait poser non, on devrait poser, on pose quand même le nom. Et ça va nous ressortir des classes sur quelle base? C'est justement ça en fait. Dans la calculation, Sur quelle base? Justement, petit. En fonction de la signature spectrale. Et ça bien la classification dirigée. La classification non dirigée, On fait la classification dirigée. la classification non dirigée est encore plus précise. Parce que ça, c'est les commentaires. Écris-moi les deux. Et puis, tu as dit en quoi c'est plus précis. la classification dirigée est basée au fait, comme je l'ai suit la vérité. Ouais. Sur la vérité terrestre. La vérité terrestre nous dit que quel pixel de quelle signature spectrale correspond réellement à une classe. Correspond réellement à une classe. Je vais vous donner l'exemple tout à l'heure. TO, je vais faire une association automatique, ça a ressorti. Et ça représente T, ça représente O. Oui, mais est-ce que c'est exhaustif? Non, moi je veux dire, je vais déplacer. C'est moi qui fais ce nombre de classes. Je vais déplacer, je vais TO. C'est quoi le code là? Il n'y a pas de détails. Monsieur, le mot de du sol est. Non, vous ne dites pas le mot qu'il faut, c'est tout. Sinon, le truc est tout simple. Réalité. Qui peut voir? Pourquoi dans cette petite question? Non, normalement, vous devez voir. Oui, bon, classe spectrale, classe d'information. Normalement, au niveau classe spectrale, classe d'information. Je le dis. Je n'ai pas de la réponse, laisse-moi te dire. Avec les réponses. Il n'est pas loin de la bonne réponse. Classe spectrale, classe d'information. Dans la logique, tous les types d'opérations de sorte sont similaires, ont la même signature, donc pourraient être regroupés dans la même classe d'information, n'est-ce pas? Voilà. Il y a les éléments. Vas-y, si tu peux te dire. Non, pour ça, au niveau de la classification non supervisée. Donc, faites le temps, vas-y. Au niveau de la classification non supervisée, ce qu'on utilise plus, c'est la classe d'information. Là, en fait, on a déjà une idée sur les différentes entités qui sont présentes sur l'image. Maintenant, on donne. Ça, c'est la non supervisée. Non supervisée. On fait un étiquetage en fonction de notre observation qu'on a de l'image. Maintenant, au niveau de la dirigée, j'ai l'impression que ça se base plus sur la signature spectrale. En fait, de façon, c'est loin. Sinon, la réponse est petite. Alors, professeur. Oui. Professeur, je veux tenter de... Oui, vas-y. Ouais. Alors, moi, dans le cas d'une classification non supervisée, oui, vous avez qu'on appelle la signature des pixels qui sont regroupés. Oui. Et quand on fait une classification qu'on appelle supervisée, oui, en fait, c'est comme si vous recalculez de nouvelles valeurs de pixels par rapport à vos parcelles d'entraînement. Pourquoi? En fait, c'est le pourquoi. Et ce nouveau calcul, oui, qu'on appelle identifier mieux, qu'on appelle vos objets, parce qu'en fait, les objets ne sont pas pris. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit, mais moi, j'appelle ça la conséquence de la réponse que tu devrais donner. Je suis d'accord, hein? Mais ça, c'est un commentaire, une conséquence de la réponse que tu devrais donner. Retenez simplement que c'est pour la simple raison que quelquefois, des réalités différentes ont la même signature spectrale. C'est tout. Tout le reste n'est que commentaire. Quelquefois, des réalités différentes ont la même signature spectrale. C'est tout. Parce qu'on postule que tous les types d'occupations de sol identiques ont la même signature spectrale. Ce qui n'est pas toujours vrai. Je vous donne un exemple. Une parcelle cacaoyère sur un plateau, une parcelle cacaoyère sur une pente. C'est des parcelles cacaoyères, non? Mais ça ne va pas la même signature spectrale. Tu fais l'automatique, ça dit que tu fais ça dans les trucs différents. Après, c'est la même chose. Ce n'est pas la topographie qui va varier l'autre. C'est simplement parce que des signatures spectrales identiques peuvent recouvrir dans la réalité beaucoup d'informations différentes. Vous avez compris, non? À partir du moment où vous avez dit ça, tout ce que vous dites maintenant, ça tient. Quand il a dit, par exemple, on est dans une classification dirigée parce que nous, on sélectionne les parcelles, on force la classification parce qu'on sait que des réalités différentes peuvent avoir la même signature spectrale. Donc, on lui dit,
Notre réalité à nous, là, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On lui pose, voyons. Avec dans l'automatique, c'est cette émotion. Ça va regrouper en disant que c'est ça, alors que ce n'est pas ça. Vous comprenez, non? Donc, tout ce que vous avez dit après, c'est la conséquence de ça. Et comme hier, je vous disais qu'elle existait flou. Non, c'est pas ça, c'est des pixels X. La conséquence, ça devient flou, ça devient. Mais là-bas, c'est quoi? Oui, mais c'est juste. Petite réponse. Je ne sais pas comment on appelle. D'accord. Mais ouais, faut voir, bon appétit. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà pourquoi on est très souvent porté sur la classification dirigée. Parce que là, au moins, il y a quelqu'un qui s'engage derrière. Les logiciels ne sont que des outils. Lui, il a mis son outil, il a mis le paramétrage. Si toi, tu prends, tu lances une classification et que le résultat n'est pas ça, s'engage qui? S'engage qui? L'automatique s'engage qui? Celui qui a construit le logiciel ou celui qui a construit les algorithmes? Il n'y a pas de raison derrière. Donc, voilà qu'on est dans la dirigée. Normalement, de la classification dirigée par que d'autres non. Parce que si c'est bon, dans la classification des résultats, parce qu'on est dirigé par, supervisé par qui? Vous pouvez avoir les mêmes images, les mêmes réalités du terrain, les mêmes ordinateurs, les mêmes logiciels. La grande différence, ça va résider au niveau de l'opérateur. Quand on va passer l'exercice, vous allez voir, vous allez avoir les mêmes images. On va vous demander de ressortir certains éléments par classification orientée. Vous allez voir. Autant que vous êtes, ça va avoir des résultats différents. Donc, l'opérateur est au centre de tout finalement. La machine peut dire des choses qui ne sont pas ça. Toi qui l'étudies, tu dis que ce n'est pas ça. Ok, c'est une petite question. Et moi, c'est les petites questions qui font mal. Parce que vous connaissez déjà tout. Donc, je peux vous poser des petites questions paniquées. Si c'est les grosses questions, vous connaissez. Oui. C'est quoi? Quoi? On a appris que toute la personne de l'évolution elle est activée basée sur la référence. La signature spectrale. Oui. Oui. Dans le cas où, on est conscient qu'on a deux objets différents, mais oui. on a deux satisfacteurs. Oui. Belle question. Il dit qu'il appelle le terrain. Sur le terrain, il constate que c'est deux éléments différents. Et ça, il complète pour dire que la même signature spectrale. C'est quoi la signature spectrale? Pose des questions gênantes. C'est quoi la signature? Je vous dis, il y a des choses, hein. Quand on ne te demande pas, tu sais. Quand on te demande, ça plante. Je faisais une enquête pour la FAO, les algos célèbres. Moi, je suis chercheur sur le célèbre pour faire le jeu. J'ai demandé au technicien du mois personnel, il est décédé, en tout cas, il est très bon botanique. C'est quoi la dégradation forestière? Il dit, il dit, mais attends, depuis combien d'années, dès qu'on te pose la question, c'est quoi la signature spectrale? Ça, c'est un master examen. C'est quoi la signature spectrale? La réponse. Le Jean n'a pas oui. C'est Jean le bon. C'est la réponse des auteurs pour ça que les choses ne vont pas envoyer dans le. Reprends. La réponse des objets en fonction des différentes longueurs d'onde. Ok. La réponse spectrale des objets en fonction de la longueur d'onde. D'accord? C'est là quand il dit deux réalités différentes que la même signature spectrale. Qu'est-ce que ça se comprend? Allez-y, dites si les réponses sont ça. Hein? Non, pas beaucoup. J'ai posé quelques questions. Vous les intelligents, on pose des questions. Quand on le pose, c'est non, mais on a posé quelques questions. J'ai posé quelques questions. Deux objets différents. Quand il dit deux objets différents qui ont la même signature spectrale, qu'est-ce que vous comprenez par là? Oui. Dans toute la longueur. Deux objets différents qui donnent la même réponse dans toute la longueur d'onde. Vous en avez déjà vu? Non. Deux objets différents qui donnent la même signature spectrale dans toute la longueur d'onde. Et, poseur, Oui. à ce niveau-là, je voulais, est-ce que la forêt dense sèche et puis la forêt dense humide, on n'a pas les mêmes signatures spectrales? Non. Il y a un qui danse sec, il fait plus de bruit. L'autre danse humide, il y a de l'huile. Ah, c'est zouk.
Monsieur, ayant déjà vu les deux types de forêts, c'est la position géographique qui change. Sinon, c'est pratiquement la même forêt. Ici, quand on parle de position géographique, on parle d'équité géographique des zones écologiques. La position géographique implique des conditions écologiques qui sont différentes. On est d'accord, non? Oui, mais monsieur, moi, par exemple, je prends par exemple une forêt que j'ai vue à Séguélon, au milieu des montagnes. Oui. Ce n'est pas différent de ce que je vois au sud là-bas. C'est très différent. Monsieur, la différence, c'est quoi? Comment tu décris la forêt? Si tu étais hier au bout, on a dit que la description était au niveau de la structure. C'est ça, non? Au niveau de la biologie et puis au niveau de l'écologie. On est d'accord? Oui. Au niveau de la structure, au niveau de la biologie et puis au niveau de l'écologie. Au niveau de la structure, tu es sûr que les forêts denses sèches sont identiques aux forêts denses humides sans prévenir, comme au Banco ici, où on a déjà des hauteurs qui ont des signes géotiques. Tu es sûr que tu as vu la même chose? Oui, à Séguélon. Ils ont la même hauteur qu'ici. Oui, mais seulement qu'ils sont au milieu des montagnes. Ça, c'est le volet écologique. Est-ce que tu étais là hier? Est-ce que tu étais là hier? Si, j'étais là hier. Bon. Quand je t'ai dit que la description était 1, au niveau de la structure du peuplement, 2, au niveau de la biologie, 3, au niveau de l'écologie. La différence va s'installer où? Si visiblement pour toi c'est la même chose, la différence s'installe où? Bon, moi ici, la différence s'installe au niveau de la situation qu'on appelle géographique de ces deux types de forêts. Parce que c'est vrai, il y a des forêts denses sèches qui sont pas aussi denses que ça. L'autre était dans les montagnes, non? Oui. On ne peut pas avoir de montagnes au sud. Si on peut avoir des montagnes au sud. Merci. Donc, je reprends. En réalité, pour ce genre de coup-là, faites très attention, parce que vous essayez de sortir de là, ça va nous dire quelque chose. Vous savez déjà ces choses-là. Seulement, c'est l'organisation qu'on reprend pour vous. Je dis que la différence est 1, au niveau de la structure du peuplement. 2, au niveau de la biologie. 3, au niveau de l'écologie. Quand tu parles de montagne, c'est écologie. Ce n'est pas la structure du peuplement en elle-même, mais c'est beaucoup plus son positionnement. On est d'accord? On pourrait impliquer le positionnement géographique. On pourrait impliquer aussi l'altitude. Et le positionnement géographique va imposer une insolation, une température, une quantité de pluie. On est d'accord? Mais tant que tu es en train de le dire, dans la zone dont tu parles, on a affaire à des forêts denses, sèches. Et au sud ici, on a affaire à des forêts denses, humides, sans terminette. Dans la structure, ça diffère. On n'a pas le même nombre de strates de végétation. On est d'accord? Dans la biologie, ça diffère. On n'a pas les mêmes espèces. Parce que dans la zone soudanaise, alors qu'ils sont dans la zone guinéenne. On est d'accord? Au niveau de l'écologie, n'en parlons même pas. Donc, il y a forcément une différence. Mais là où je voudrais peut-être ramener les autres en disant que quand vous parlez de végétation, formation végétale identique, généralement, faites appel uniquement à la structure de la végétation. Vous ne regardez pas tout ce qui est autour. Alors que ce qui est autour peut imposer nos signatures spectrales. Par exemple, de l'EVA dans les bas-fonds. Et puis de l'EVA sur plateau, c'est différent. C'est bon? Oui, vous avez. Maintenant, je reviens à ta question. Quand il dit deux réalités différentes que les deux signatures spectrales, ça signifie simplement que vous allez faire une composition colorée. Et puis les deux sont rouges. C'est ça, non? Vous avez fait une composition colorée. Et puis les deux sont rouges. C'est que votre traitement se prend pour élaborer. Parce que si c'est différent sur le terrain, impérativement, vous devez montrer que c'est différent spectralement. Mais en vous appuyant sur quoi? Si avec les longueurs d'onde standards qui sont là, vous n'allez pas faire la différence, vous devez rentrer dans autre chose. Allez faire les calculs d'indice, d'humidité du sol, de brillance du sol, les analyses en composantes principales, pour voir les trois premières bandes. Est-ce que ça ne donne pas quelque chose de différent? Effectivement, parce que les premières compositions que le réseau fait à partir des bandes brutes, c'est limité. Voilà, donc, hier, je vous disais qu'il y avait des étapes qu'on appelait extraction d'informations par soit amélioration d'image ou calcul d'indice. On est d'accord? Ça veut dire qu'il faut bouger à ce niveau. Si deux réalités semblent être identiques, il faut bouger. Je sais que quand on a franchi le cap de la spatiale et qu'on n'arrive pas à voir clair,
On va au niveau. Voilà, pour ce qui est arrière. C'est bon? Donc, il te semble que c'est identique simplement parce que tu n'es pas encore arrivé là où tu vas arriver. Je donne l'exemple d'un étudiant que j'ai coaché une année pour son 2R, il n'y a plus le temps dans le temps, c'était 2R. Il cherchait à caractériser ce qu'on appelle cacao-culture sous couvert. Parce que c'est la nouvelle façon de dépluchement agricole. Les paysans, ils sont carrément en dessous. C'est-à-dire, ils nettoient le sous-bois et puis ils sèment directement les feuilles de cacao. C'est à partir de 3 ans, 4 ans, quand le cacao a besoin de lever là, c'est là qu'il commence à détruire ce qu'il y a au-dessus. Dans tout le cas, ça passait les délais installés. Il était question qu'il sorte ça. Mais la réalité, c'est que dans les compositions colorées standards, on n'arrive pas à voir. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un reculon. Il est d'abord allé sur le terrain. Sur la base d'enquête sur le terrain, il allait prendre les positionnements GPS de tous ces dépluchements sous couvert. Il est revenu avec ses points. Il est convaincu que là, la scientifique de là doit être différente des autres. Donc, comme il a déjà la réponse, comment a-t-il fait la réponse? Il est rentré dans tout sortes de calculs de disques de composition colorée jusqu'à ce que ça montre une coloration différente. Tu vois, il va y avoir. Donc, souvent, il y a ce genre de réalité-là où la différence est subtile. Ce n'est pas quelque chose d'évident. Voilà pourquoi, dans le cas de Dieu, il disait que je vais faire une classification automatique pour voir la différence entre l'eau et puis la terre. C'est tellement évident qu'il n'y a même pas de possibilité de conclusion. Quand c'est évident comme ça, c'est clair. Je dis, je fais la différence entre un homme et une femme. Donc, ça là, je n'ai pas besoin d'être. Quand je commence déjà même par les cheveux, c'est clair. Oui. Non, c'est quand même bizarre de voir un homme qui a les cheveux violets. Moi, je n'ai jamais vu des femmes qui ont les cheveux violets. D'accord. Donc, on descend. Si au niveau des cheveux, ça fait poser problème. Les boucles d'oreilles, bon, les hommes aussi comme ça. Je continue. Bon. Les protubérances de gens veulent la patrie. Ça va pas. Il y a les gens qui sont là, là-bas. Voilà, donc c'est un peu ça. Je veux dire, quand c'est évident, une automatique peut te gérer ça. Parce que c'est évident. Entre une forêt et puis un site plutôt bien solide. C'est tellement évident que là, vraiment, il n'y a pas d'ici. Mais quand on va te prendre, par exemple, une forêt dense, une forêt dégradée, la forêt dégradée, c'est une forêt. Tu vas avoir des conclusions pas possibles. On aurait d'être beaucoup plus précis. Donc, voilà, c'est des petits éléments. Comme je l'ai dit ce coup-là, généralement, il y a quelques éléments que vous n'avez pas, mais pour la plupart, vous savez, mais c'est organisé d'une façon. Donc, vous perdez le pied. Bref, on continue. Bon, peut-être interprétation, on a vu ça hier, on ne va pas terminer sur ça. Là. On regarde tel texture à gauche à droite, ce que les gens faisaient avant. Ils superposent les trucs, ils déposent un cac là-dessus, et puis ils décident. Mais là, ils ont plein de cac, et puis ils font la restriction de tout pour faire une seule image. Ça, c'est bien les polygons. Maintenant, après, il faut les labelliser. Ah, ça, là, ça correspond au jachère. Ça correspond. Là, c'est les trucs du passé. On appelle ça peut-être interprétation. Mais ce qu'on fait maintenant comme peut-être interprétation, ce n'est plus de la sorte, mais c'est plutôt quand tu as fait une composition colorée et tu regardes l'image. Tu dois pouvoir dire que ici, c'est une forêt. Voilà, ce qui n'était pas là hier. Ça, c'est le démarrage, par exemple, de l'interprétation d'image, pour la petite interprétation sur les images satellites, bien sûr. Ceux qui étaient là, ils ont compris, non? Qui sont ceux qui n'étaient pas là hier? Bon, il y a ça aussi que vous avez compris. Il a dit, par exemple, ce qu'on a fait hier. On a dit que si vous faites une composition colorée, qui est une technique quelconque dans les techniques qu'on a appelées annulation d'image ou extraction d'information. J'ai donné cet exemple-là. Vous faites une composition colorée, par exemple, où vous mettez une bande quelconque du proche bras rouge, je ne sais pas laquelle est bande, puisque c'est même pas quel capteur d'utilisé. Dans tout cas, c'est un capteur optique. Vous mettez dans la bande rouge le proche infrarouge, dans la bande verte, le moins infrarouge, et puis dans la bande bleue, le visible. Selon vous, les sols nus auront quelle couleur? Sols nus, je veux dire les sites habités, les zones qui étaient totalement dénudées, auront quelle coloration sur l'image? Marron. Yes. Mon ami, c'est toi que je suis supposé arrêter et continuer la vidéo. Elle dit marron, tu vois, elle n'était pas là hier. Tu vois, en faisant ça, quand je viens pour faire coup, je demande au délégué d'amener ses passes à tout le monde. Ceux qui ne sont pas là, je vais échouer. Mais vous avez la chance, vous avez déjà vu ces trucs-là. Et imaginez pour quelqu'un qui n'a jamais vu. Je fais en 3 séances et puis je m'en vais. Tu penses que tu peux garder l'examen?
Non, c'est pas possible. C'est que n'était pas là. J'ai préféré, comme je l'ai dit aux autres, j'ai préféré mettre PIB, ne pas indiquer une banque quelconque, parce que dès qu'on vous change de capteur, vous êtes perdu. Alors que si vous raisonnez en termes de longueur d'onde, vous vous retrouvez toujours. On est d'accord? Si je fais pi 1010 dans l'ordre RGB, les sols dénudés auront quelle coloration sur l'image? Ça, c'est la première partie de la présentation de quand on fait. Plus sur les photos, machin, mais beaucoup plus sur les images satellitaires. Ou même les images de l'eau, c'est possible. Selon quoi? Les zones décapées, ça veut dire qu'il n'y a pas de végétation, auront quelle coloration? Si je fais cette proposition, vous voyez. Qui n'était pas encore là? Oui. Qui vous a dit ma parole? Vous avez vu ça? Avec le bleu là-bas. Qui n'était pas encore là hier? C'est selon les trois pieds, c'est tout. Maintenant, pour ceux qui étaient là hier, c'est eux qui ont problème là. Si on fait cette composition colorée ou orange respectivement dans le rouge, le vert et le bleu, une bande quelconque du proche infrarouge, une bande du moyen infrarouge et puis une bande du visible, les sols dénudés auront quelle coloration? Pour ceux qui étaient là hier. Mon ami en orange. C'est ancien. Le cyan. Regardez ce bleu qui fait l'eau sur ce machin. Ça sera le cyan. Pourquoi? Ça, c'est une partie. Ce que vous allez faire généralement, c'est ça. C'est sur les images satellites. Mais quand vous finissez de faire vos compositions colorées, ou bien vous calculez vos indices et tout ça fait une palette de couleurs, vous serez obligé d'interpréter non. Pourquoi ça donne quelle couleur? Pourquoi? C'est ça qu'elle a là. En tout cas, la chose. Pourquoi ça donne telle couleur? Ouais, pour voir, ça c'est bien. Pour ceux qui étaient là hier, on dirait ça ment, hein? Alors, regardez-vous. Mais vous avez la réponse en face de vous. C'est même pas votre partie. Vous allez faire, je vais vous donner tout sur table. Moi, je ne donne jamais tout sur table. Parce que ici, là, vous avez déjà trop vu. La capacité à comprendre. Donc, c'est vraiment les plus grands. Donc, vous devez pouvoir répondre rapidement. Non, toi, tu as déjà parlé. C'est toi. Oui, non, toi, tu es John, c'est son coup. Toi qui l'as pas bien déjà. Oui, Adam. Il y a elle qui a voté donc Adam. Monsieur, selon le tableau, on voit que vous appelez réfléchissent juste dans le visiter, dans le moyen de ensuite, voilà. Donc, quand on regarde, c'est dans le sien. Oui, F, JC. Qui m'a vu JC? Il y a pas JC. On est dans une composition colorée RGB. Jean-Claude a pour habitude de mentir. JC ment. Ça recueille les couleurs. Vous avez du rouge, du vert et du bleu. Quand vous mettez le rouge et le vert, ça donne du jaune. Quand vous mettez le vert et le bleu, ça donne du cyan. Quand vous mettez le rouge et le bleu, ça donne du magenta. Magenta, c'est le violet. Donc, automatiquement, quand vous faites les compositions colorées avec les longueurs d'onde standard que vous avez là, avant même de finir votre composition colorée, vous savez la couleur de l'élément que vous voulez chercher, vous savez quelle couleur ça va avoir. Non, c'est important parce que si vous travaillez sur les images optiques, vous êtes obligé de passer par là. Sinon, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. C'est à partir de là, ça, on est sur le terrain, on peut pronostiquer que ici, là, c'est l'interacteur de la boulette. Ici, là aussi, c'est les filles qui viennent à l'état qui comprennent rien. C'est elle qui entre quand le coup est chaud. T'as quoi? Après, je vois peut-être. C'est pas l'école. Bon. Qu'est-ce qui se passe?
Ta soeur. D'accord. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là hier, vous avez commencé à comprendre pourquoi l'autre a dit si. La végétation sera quelle couleur? Ceux qui n'étaient pas là hier. Si vous voulez traiter une image par l'opération du sol, vous êtes obligé de passer par là. Sinon, vous n'allez rien comprendre. Il n'est pas question aussi que vous ne comprenez rien dans cette histoire. Après, ça va faire un master en télédétection. Ce n'est pas possible. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, la végétation, comment? Pour ceux qui n'étaient pas là hier, la végétation sera de quelle couleur? Les zones digitalisées seront de quelle couleur? Et celles que tu as magenta, peut-être seront en jaune. Voilà. C'est la preuve qu'elle n'est pas là. C'est pour notre. Mais toi, tu as venu à faire, non? Ça sent comme bleu. Rouge. Oh, rouge. Ça sent comme bleu. Rouge. Aïe, aïe. Passez avant de tester la tête. C'est la présentation qu'on parle. Donc, ça sera de quel bleu finalement? Bon, je vous dis la chose suivante. 2 plus 2. Non, vous aussi. 2 plus 2. Quand tu dis, la végétation sera en jaune, tu dis, ah, ton signe. La végétation sera en jaune, tu dis marron. Ah, voilà. Tu ne les sais pas là, tu dis. Tu ne peux pas savoir ce que tu dis parce que tu ne t'as plus suivi. Effectivement, ça sera rouge. Pourquoi? Réfléchir au maximum dans le proche infrarouge et surtout que le proche infrarouge a été mis dans le canal rouge. Donc, du coup, la végétation aura tendance à être en rouge. C'est le fondement de l'interprétation que vous le faites. Ce n'est plus les photographies aériennes que vous allez recevoir. C'est beaucoup plus les images avec lesquelles vous allez travailler. Donc, quand on dit que les réalités différentes ont la même signature spectrale, ou bien les mêmes réalités, quand cela veut dire les mêmes réalités, les réalités différentes ont la même signature spectrale. Cette réalité, tu n'as pas encore eu une composition colorée élaborée, ou bien les disques élaborés pour séparer les deux. Par exemple, quand vous comprenez bien le tableau qu'on a fait hier, si vous avez 8 madame, ça aura tendance à être en. Oui. Quelque chose à problème est très bon, c'est ça. Si le pas, ça ne réfléchit pas. J'ai précisé hier que quand il parle d'eau ici, c'est de l'eau la plus nouveau, en fait, la lumière plus pénétrée. C'est pas qu'il n'y a plus, ouais, la lagune, même tout est. Mais c'est pas c'est pas de ça qu'il s'agit. Maintenant, l'eau peut être très bizarre. Il peut y avoir de l'eau avec beaucoup de mousse, beaucoup d'eau. Ouais, que automatiquement, il y a des photosynthèses. Donc, c'est des nuances. On vous donne juste des grandes lignes à vous de savoir qu'il peut y avoir des interpénétrations élites. Question, si on évolue. Oui. Comment est-ce que vous qualifiez le fait, par exemple, de faire une classification sur Faire une classification sur une bande fantomatique. C'est une bande fantomatique. Une bande. Oui, j'ai dit quoi là? Dis-moi, j'ai dit quoi avec? Comment vous qualifiez la tantôt. J'ai dit, les faits sont sacrés. Les commentaires sont libres. On est d'accord? On parle des faits. C'est quoi la contrôle? Vous avez dans des capteurs ordinaires, vous avez les bandes que j'ai appelées multispectrales et puis vous avez la contrôle. La contrôle mise généralement sur la spatiale. Ça a une résolution spatiale beaucoup plus fine. Ce n'est pas pris dans une longueur d'onde assez restreinte comme les autres. C'est vraiment large. On est d'accord? Donc, la contrôle, c'est vraiment pour faire appel à tout ce qui a de spatial, pour accomplir les éléments. Par contre, les XS, on fait plutôt référence à tout ce qui est spectral. Quand on vous dit une classification orientée pixel, c'est-à-dire qui mise beaucoup plus sur la spectrale, et que vous allez chercher la spatiale pour espérer avoir ça, vous allez faire une classique. Je veux dire, vous allez suivre les méthodes conventionnelles de classique, mais ne vous attendez pas à avoir un résultat ouf. Vous voyez, non? Vous allez faire une classique, c'est sûr que vous aurez un résultat.
Mais le résultat en termes de différenciation spectrale sera nul. Pour la simple raison que pour avoir les grosses différences, on est obligé de se promener dans les grandes longueurs d'onde pour voir où est-ce qu'on peut les séparer. C'est un peu comme deux jumelles. Elles se ressemblent tellement. On dit à une personne, il y a une qui pense. Voyons. C'est tellement. Et puis, on peut prendre, je suppose que la Pantone, comme je l'ai dit, ça met sur la spatiale. Même taille, même lèvre, même pèse, même tout ce qu'on imagine, en tout cas physiquement, même chose. Si on parlait de la spectrale, ce n'est pas quelque chose qui est palpable. On est d'accord? Là, maintenant, je prends le trait de caractère. Par contre, la spatiale, ça dit quoi? Ça, c'est les faits. Les commentaires qu'on fait, en fait, ça dépend de celui qui a fait le fait. Mais moi, je dis, si tu fais une classification basée sur la Pantone, c'est vrai. Le processus de classification, je suis plus pour ça. Mais dans le fond, c'est faux. On est d'accord? Donc, tu construis une phrase, on sait ce que tu veux dire. Mais grammaticalement, la phrase n'est pas juste. Voilà, donc nous avons jamais fait ça. Généralement, on utilise la pancro pour faire une fusion avec les bandes du multispectral. Là, comme ça, on prend la précision spatiale et puis on adjoint ça à la précision spectrale. Généralement, voilà ce qu'on fait. Mais pour ceux qui sont dans l'apprentissage de classification à gauche à droite, on peut dire utiliser ça pour faire. Mais ça ne donnera rien du bon. Laissez-moi vous donner. Parce que dans le cas d'espèce, c'est parce qu'on a plusieurs trop différentes réalités. Mais si ça c'était beaucoup évident. Dans le cas d'espèce, ce que je pourrais vous conseiller, parce que les classiques généralement s'appuient sur plusieurs bandes spectrales, n'est-ce pas? Ce que je pourrais vous conseiller, c'est d'avoir votre bande multispectrale. Enfin. Vous avez une batterie faible, hein? Ah, ma batterie est faible. Oui. Ah, batterie aussi. Bon, théoriquement, c'est la plus faible, non? Ce que je pourrais conseiller, c'est d'avoir par exemple cette bande pantro et puis de passer différents logements. Ça va vous montrer les choses de différentes manières. Donc, la même pantro, vous pouvez la laisser 2, 3, 4 fois, vous voyez, ça ne vaut pas les mêmes choses. Ça vous fait une multispectrale. Un semblant de multispectrale. Parce qu'un logement, c'est la même chose, mais plus de d'autres manières. Je veux dire, si on veut ramener ça à l'homme, le c'est un homme. C'est pas, par exemple, le certificat, il est bleu. Ouais, mais le certificat, il est facile. Ouais, mais le certificat, il est bleu. En fait, c'est la même personne. Mais sous différentes longueurs d'onde. En ce moment, vous pouvez chercher à faire la différence. Voilà. C'est bon? Donc, ça peut être la même image. Mais quand vous passez un logement, par exemple, égalisation d'histogramme, ça va vous donner au fur et à mesure des éléments. Ou bien vous pouvez avoir votre contrôle là. Et puis vous passez les palais de couleurs. Ça va donner des trucs différents. Vous avez par exemple sur 2, 3, 4 palais de couleurs. Ça vous donne 3 bandes différentes. Mais la même chose, hein. Seulement rehaussé de différentes manières. Donc, combiner certaines images. Sinon, vous donnez 2 pixels avec une seule bande. Bon, c'est toujours mieux la fait. Bien. Donc, je reprends. Les faits sont sacrés. Les commentaires sont libres. Les faits, c'est que la photo est pauvre spectralement. Alors que le relatif pixel est généralement appuyé sur la spectrale. Parce que la spatiale, généralement, ça fait les digitalisations. Un peu comme si la photographie aérienne. C'est spatialement très proche, donc on regarde comment on fait les digitalisations. C'est bon? Ok, on peut avancer. Donc, je passe rapidement et puis je donne un coup d'explication. Vous voyez ce que vous avez déjà vu tout ça. Donc, je n'ai même pas besoin de faire de temps. La deuxième approche, on appelle l'approche zonale, on revient à ça, l'approche par pixel. C'est ce que vous êtes en train de faire pour ce diamant actuellement. Donc, je n'ai pas trop appuyé dessus. Parce que c'est une répétition. Normalement, le coup là devait venir après. Mais vous êtes déjà en train de faire le pixel. Maintenant, l'approche zonale ou bien mix, en réalité, on l'a dit, c'est un peu comme si je devrais faire une classification d'un gros ensemble où il y a une partie qui est totalement seule lieu. Une autre partie qui est O, et puis une autre partie qui est végétation. Peu importe, tout ce qu'il y a comme végétation. Je peux faire, pardon, une approche dite automatique pour séparer les trois éléments. Ou bien je peux parler de segmentation pour créer des zones. Les sols par-ci, l'eau par là, et puis la végétation par là. Et puis à l'intérieur, venir faire maintenant le relatif pixel. C'est ce qu'on appelle la méthode mixte. Ou bien approche zonale. On dégage les grandes zones, et puis à l'intérieur des grandes zones maintenant, on fait les classifications. Maintenant, le relatif pixel, c'est celle que vous allez voir tout à l'heure. La grande. Vous avez déjà construit le cours, non?
Vous avez commencé le vous, non? Vous avez fini même. Alors, mais posez quel coup? Posez diamant. Posez Yama. Non, on n'a pas encore fait quoi pour ce Yama. La situation d'image. J'ai vu quelqu'un dans les années et ça ne venait pas. Elle travaille avec Edas. C'est Zoro Jama. Elle s'appelle Zoro Jama. Bon, la pédagogie n'est pas de question aussi. Ceux qui sont en ligne là, vous avez déjà fait la classification d'image, non? Alors, on n'a pas encore bien installé le logiciel. Et puis, elle a dit que c'est différent sur. Non, vous avez déjà fait, donc je vais juste vous laisser dans le choses de notre équipe. À la limite. Allô? Oui. Elle dit que la classification sur les dates, c'est différent sur Envie. Bon, voilà comment je dis là. C'est parce que je vais faire un exemple que je vais vous préparer sur Envie. Moi, j'ai été formé sur PCI. J'ai dit les logiciels ne sont rien. C'est que vous devez développer sur l'approche méthodologique. Quelle est la succession d'étapes que vous devez suivre pour le produit? C'est même pas une question de logiciel. Si on n'aura jamais fini, hein? Les logiciels ne hein? Il y a les sagas par-ci, il y a le quoi. Il y en a trop. Donc, c'est beaucoup plus l'approche méthodologique. Par exemple, quand vous devez faire une classification, quand vous arrivez à parler, vous devez faire une classification, c'est quoi? De 1, c'est savoir exactement ce qu'il y a sur l'image. C'est ça, non? De 2, c'est pouvoir donner des échantillons de votre type d'occupation du sol à l'image. C'est que vous avez appelé parcelle d'entraînement. Et là, le nombre de ces parcelles d'entraînement, ce n'est pas quelque chose de statistique. Quand je dis que ce n'est pas statistique, ce n'est pas parce qu'on a, par exemple, un type d'occupation du sol A qui est plus large, plus basse, pardon, c'est mieux, plus basse qu'un type d'occupation du sol B, que vous allez prendre plus de pixels pour ce truc-là. Je vous donne un exemple. Vous avez une petite partie de terre et puis une large partie d'océan. L'océan est large. Que vous prenez 10 pixels, avec peut-être 3 ou 4, c'est le même résultat que vous prenez 1000. Au niveau de l'entraînement, le nombre de pixels est en rapport avec la difficulté à séparer une classe avec les autres. C'est-à-dire, plus c'est compliqué, on oublie que les écoles vont avoir plus d'échantillons avec notre étalonnage soit plus propre. Là, ce n'est pas quelque chose de statistique. Donc, je veux dire, il peut y avoir des classes pour lesquelles j'ai peut-être 5 parcelles, l'autre, les 10, les 15. Il n'y a rien, ça ne respecte pas la superficie, mais plutôt la difficulté à extraire une classe. C'est bon? Une fois que vous avez fait le choix de l'algorithme, là, il y en a plein. Et puis, vous lui demandez de classer selon cet algorithme. Donc, le détail, c'est quand vous allez apporter une classification spécifique que vous allez voir. Donc, ce n'est pas une question de logiciel, sinon on ne va pas s'en sortir. Voilà, moi je mets les logiciels même pour les deux jours. Mais c'est tellement important, vous avez vu dans les plus petites questions, des questions que vous êtes supposé savoir. Quand je pose, vous voyez la base que ça donne. Apparemment, il vous semble que vous connaissez, mais bon, c'est. Vous survolez en fait la chose. S'il y a quelqu'un qui est pointé qui vous pose la question, il va vous sauver alors que vous avez fait quand même un master en télévision, c'est pas rien. Les autres, généralement, c'est beaucoup de leurs sujets sont de master de thèse, ils croisent le truc, il vient se faire aider par vous, et puis quand il soutient là-bas, on dit il laisse pas télévision. Il donne tout en télévision. C'est après comme ça, hein? Moi, je dis, non, il donne tout en télévision, mais bon, si tu te rends compte vraiment, tu vas voir qu'il y a un problème. C'est bon. Donc, profitez pendant que vous êtes là. Parce que chacun a son petit catabane, son petit catabane, son petit catabane. Quand vous finissez avec tous les catabans des autres, vous êtes plus fort que moi. Parce que je n'ai pas les catabans. OK. Approche partielle. L'application de point de la classification. Approche du l'image. Donc, pour Java, ce que vous devez savoir, le traitement que vous faites sur les data, c'est juste une application de ce que vous avez appris. Qu'est-ce que vous savez de la classification de pixels? Question. C'est une question que vous posez. Et j'attends une réponse. Ouais, c'est pas moi. Il dit, j'attends une réponse, il dit.
Oui. Moi, j'ai appelé pour dire, ah, pas ton cours là, les gens n'ont rien compris, donc il faut venir revoir ton cours. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous avez retenu? Et qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Il y a les deux façons. Rationnel du sport, on va préparer. Oui. Monsieur qui a magenta. Ah, d'accord, c'est ça. Oui, vas-y, Bordeaux. C'est que je crois avoir compris au niveau de la classification orientée pixel, le choix des classes en s'appuyant sur la sélection des pixels. Le choix des classes en s'appuyant sur la sélection des pixels. Pas du magicien. Quand tu fais le choix, le choix clair. Le choix des classes en s'appuyant sur les pixels, le choix des pixels en s'appuyant sur les classes. Le choix des classes à partir d'une section de pixels, soit par point ou par polygone. Par point. Ça, c'est le choix par point. Lorsque la surface la section de votre surface n'a pas bon polygone. Après un point. Quand on sait le point par polygone, voilà, il faut faire. c'est ce qu'on appelle, mais si on a sélectionné par chose, par force. Par point, c'est parce que la surface devient aussi vaste. C'est-à-dire, tu as utilisé quelle image? Tu as utilisé quelle image? Quelle image? En fait, c'était quel type de processus? En fait, rappelez-vous la réalité. Les deux sont vraies. C'est parce que vous allez voir, quand je dis que tu sélectionnes par point, c'est quelle réalité qui représente un point? Dis-moi. Oui. Ça représente quoi? Dans la réalité, dites-moi. On a pu échanger. Je ne donne pas où en première année. Si on master, donc on va échanger. C'est qu'on a sélectionné par un coup d'eau. Oui. Un coup d'eau, une ligne, par exemple, la ligne de les lignes électriques. Oui. Les lignes électriques. Les lignes électriques. Tu as pu voir ça sur l'image. L'entente. Vous voyez, c'est vrai. 30 mètres de réflexion sur sa ligne électrique. Vous avez des lignes. En fait, la ligne. Faites attention. Je pose des petites questions très embêtantes. En fait, ça permet de savoir si celui qui a pas de faire c'est ou pas c'est. Tu comprends? Ce qui se passe en réalité, si tu me parles d'un vrai coup d'eau, c'est pas une galerie pour le ciel. C'est un vrai coup d'eau qui a plus de 30 mètres d'envergure. Le long de ce coup d'eau, tu pourrais effectivement avoir minimum 2-3 pixels. Sinon, 1 pixel, ça dit ta sélection, tu veux savoir, vous avez la présentation orientée, si vous prenez des pixels qui ont la même valeur, ça va sortir totalement noir, ça va planter la classique. Parce que la réalité n'est pas aussi homogène que ça. En fait, c'est là où vous vous trompez. J'aimerais dire que les classifications de 99 ans précision, 98, c'est faux. La réalité n'est pas aussi précise. Donc, les points, je ne mets pas ça en cause. Je mets en cause la traduction d'une réalité qui existe. Je peux comprendre que pour une galerie policière, ça peut être tellement fait, ça peut être peut-être 2-3 pixels, ça peut être un seul. Ça veut dire que quand tu as fini ta classification, c'est un point, peut-être qui a peut-être une couleur bleue, qui va représenter l'élément lequel tu as fait sélection de points. Tu sais que dans, comment on va appeler ça? Dans l'amélioration de la classification, on fait généralement passer des filtres médians. Pour éliminer quoi? L'effet grain de sel, n'est-ce pas? Donc, des points là, ça s'envole. Tu vois quoi je parle là? Quand je dis un point là, vous avez pensé que c'est un seul point ici. Par exemple, pour sélectionner le coup d'eau qui est en ligne comme ça, je mets un point. Non, c'est ça que je dis là. Je te comprends bien. Mais je veux dire, quand tu as fini ta classification là, dans la classification d'image là, on passe des filtres. Ça veut dire les pixels isolés là, ça les enlève. Voilà. Je veux dire, les objets où vous sélectionnez un seul point isolé, ça met en cause ou en doute ce qui va sortir. Parce que quand vous allez vouloir améliorer là, vous faites passer vite médian 3 par 3,
ça va enlever tous les pixels isolés. Tu vois, non? Donc, si le truc n'est pas au moins 2 ou 3 pixels, ça va éliminer ça à la fin. Parce que une fois que vous avez fini votre classification, vous l'avez en format raster, n'est-ce pas? Après, vous devez convertir en format vecteur. Quand vous arrivez dans les trucs où vous devez digitaliser tous les polygones, il va t'envoyer une image où il y a plein de petits points. Après, ça fait grain de sel. On fait passer un filtre et puis un balai. Parce que finalement, ça fait que la carte n'est pas jolie. Tu vas voir, par exemple, je te donne le cas d'où ça va favoriser. Il risque de voir des petits points qui représentent des arbres et puis d'autres points qui représentent, tu as représenté le peuplement, comme tu as représenté les éléments. Et vous disais tantôt que j'avais une classe à faire, on m'a donné une balle de 50 cm de résolution. J'ai dégradé jusqu'à 2 mètres. C'est le peuplement. Alors que le truc me montrait, c'est comme si on demande de cartographier la peau, mais moi je vois les cellules. Tu vois un arbre avec les branches. Bon, tu cartographies comment le peuplement, ça va l'école de l'UPC. Donc, tu dois regarder sur un certain niveau. Donc, faites attention. Les tests sont sacrés, les commentaires sont libres. Les tests, c'est que les éléments qui peuvent être vraiment représentés dans la nature par un point sont super rares. Et même quand tu l'as fait, le résultat, généralement, comme on améliore la classification, on passe un peu, ça a tendance à éliminer tout. Donc, tu risques de ne même plus retrouver ton élément. Voilà, c'est un peu ça. Donc, quand tu as retenu de la classique, il est quand même. On a fini, non? On doit finir. On va finir en 1h30 grand maximum. Et puis, à partir de demain, c'est ordi, 100%. Allô? Oui! Oui, bonjour. Oui! Je voulais savoir la classification des objets, lorsqu'on veut avoir les informations sur les éléments surfaciques, Oui. est-ce que c'est la même pour les éléments linéaires? C'est la même chose. C'est la même chose. Je rappelle l'exemple qu'il a donné tout à l'heure là. Il disait par exemple qu'une galerie forestière, non, un cours d'eau qui était suffisamment fait, qui était représenté par un pixel. Ça veut dire pour digitaliser le cours d'eau là. C'est un pixel, un pixel, un pixel. Quand vous voyez la masse de pixels, les millions de pixels que vous avez, et puis un élément est représenté par un pixel, un pixel, un pixel. Ça veut dire si un pixel saute entre deux trucs successifs, ça devient un pixel isolé. Et quand à la fin, tous les résultats que vous avez là, on a tendance à lisser en faisant passer un filtre, tout ça va s'envoler. Voyez non? Donc, généralement, pour ces coups d'eau, on ne voit pas parfaitement le cours d'eau là. C'est une légère, ça se transforme légèrement en galerie forestière qui soulie le cours d'eau. C'est beaucoup plus qu'on voit. Si on a la chance que le cœur est un peu plus large, là, on voit cette perception. C'est un pixel. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais la traduction de la réalité devient bizarre sur la carte. Voilà pourquoi très souvent, il arrive qu'on fait ce genre de classification-là, mais comme on a déjà le réseau hydro, c'est-à-dire la couche vecteur du réseau hydro, on finit de digitaliser le tout. Maintenant, c'est dans le rendu cartographique qu'on superpose la ligne. Ouais, je vais pas. Merci. Donc, c'est la même chose. Dans la classique, vous avez plusieurs possibilités. Normalement, le logiciel que vous utilisez doit vous donner la possibilité de faire soit des polygones, soit des cercles, soit des carrés. Mais on choisit généralement polygones parce que les éléments qu'on choisit, ce n'est pas des tailles fixées. Donc, on peut machiner, pouvoir machiner le machin. D'accord. Mais oui, orienté pixel. C'est bon? T'as fini? Sinon, je continue à ce qu'il y a là-bas. Regarde. La dégradation de la qualité thématique. De petite taille. T'as vu, non? C'est ce que je parle. C'est pas des faits. Classificateur sensible à l'échelle pour prendre plusieurs types d'occupation du sol. Pixel mix, on a vu ça hier, non? On parlait de tout flou là. Ça, c'est les tout sans la base. Maintenant, le reste, c'est les commentaires. Tu peux donner le commentaire chez quelqu'un qui vient à la base, tu dis ce qu'il y a à la base, il est perdu. Il dit, mais quand ça veut dire, tout ce que tu dis là, c'est ça qui a fait. Et puis on dit que bon, il faut que tu as dit ça quelque part. Débuter d'une catégorie d'occupation du sol là, et à la même sur cette carte. Exactement, c'est dont tu parlais. Différentes réalités, même si il y a tout cette carte. En fait, c'est parce qu'on n'est pas le delà. Tu vois, un jardin, j'ai même donné l'exemple hier. Il y a des semblants de gazon qui ressemblent vraiment à des gazons, ce qu'on fait ici. Donc, si on prend très près ces gazons, c'est que tu as une façon naturelle là-bas, tu l'as une façon artificielle ici. Alors qu'il ne s'agit pas des mêmes zones. Voilà, donc tout ça va faire qu'on est obligé maintenant de bouger à autre chose. En plus de ces difficultés, il y a le fait que les images sont devenues de plus en plus précises. C'est-à-dire que les mêmes traitements qu'on avait sur des images dans SAT, ce n'est plus les mêmes traitements, par exemple, qu'on a quand on a des images toutes belles.
qui ressemblent pratiquement à des photographies aériennes. Ce n'est pas possible. Parce qu'au même réalité, tu risques d'avoir plusieurs signatures spectrales. Donc, on est obligé d'associer autre chose. On ne va plus considérer le pixel isolé, mais le pixel et puis son alentour. Voilà comment on a progressivement migré vers ce qu'on a appelé la classification orientée objet. Bon, là, je retrace juste les 60 mètres jusqu'à 0,41 mètres. Ils sont forts. Je disais hier que, bon, nos gars là, ils sont aussi forts, mais c'est parce que leur conteneur, c'est pas autre chose avec. Sinon, les capteurs là, ils ont monté le vrai capteur. Le gars, il est au village de la nuit, il prend son bureau, il dépose, il te voit, tu as parlé dans tête de bagages. Ah, c'est le puissant capteur. On parle de comment ça, télédétection passive, télédétection active. Et ils sont dans la télédétection passive il y a longtemps. Il prend un balai, ça sort du pied, il est bâti. Il te voit, il vient. Bon, malheureusement, c'est des trucs un peu bizarres. Sinon, normalement, l'Afrique devrait être devant. Donc, finalement, on est passé à autre chose où on ne va plus considérer le pixel isolé, mais on va considérer sa forme, sa texture, son spectre, en tout cas, classification orientée objet. Mais entendez par objet de façon globale le fait que, au lieu de considérer le pixel isolé, le pixel n'aura de raison, de sens, que parce que ça épouse une forme. Je donne un exemple. Vous voulez cartographier, par exemple, des bâtiments. Comme c'est plus de haut, c'est la toiture que vous voyez. Dans une classification orientée pixel, vous allez voir un bâtiment risque d'être deux éléments différents. Parce que s'il y a une partie de la toiture où ça coulait, le gardien est venu mettre un peu de bitume, et puis l'autre, il n'y a pas de bitume, ça fait deux trucs différents. Alors que dans l'orienté objet, tu sais que c'est le carré qui est là qui fait la toiture. Donc, peu importe ta couleur, tu vas associer ces carrés-là jusqu'à recréer l'élément carré de la toiture fait une entité. Orienté objet. Mais c'est beaucoup plus pour rechercher les objets. Cela veut dire que quand on a fait quelque chose de bien structuré avec les objets de comme le pilier, c'est OK. Par contre, quand on a un tohu-bohu, c'est bizarre. Bon, en Afrique aussi, généralement, c'est le tohu-bohu qui marche. Voilà. Quand tu prends le tissu urbain d'Abidjan, si vous avez une image, même quick dot du tissu urbain d'Abidjan, vous voyez, il y a tous les gens. Vous prenez un peu comme Cocody Rivière, vous voyez, c'est bien, tout est carré, même les zones sont carrées dedans, les femmes sont carrées. Et donc, quand il y a à Bolgana, il y en a qui ça change sur le tout. Vraiment, il y a du tout dedans. Donc, tu parles que je fais ça et puis tout sort. Bon, bref, on est avec la d'occupation du sol. Vous êtes fort, non? Donc, je passe là en revue les différentes étapes, mais ça apparaît de babatique quand on est ici. Mais sur le logiciel, vous allez voir. Ça va deux fois plus vite, mais il faut simplement comprendre le principe. C'est comme quand je faisais mon stage à la danse, on a appris à isoler des germes. Alors, si je n'ai pas venu ici, il y a fait de la phytopathologie. Donc, quand tu vois son, par exemple, tu vois les feuilles sont jaunes. Qu'est-ce qu'il y a à l'origine? Ça fait des champignons, ça fait des virus, ça fait des bactéries. Donc, quand on vient stériliser, on fait des découpes. Et puis on met ça en culture. Puis on a passé les champignons là. Les champignons germés. Après, on a fait le microscope. Si c'est des virus ou des bactéries, on broie, on met dans l'autoclave, ça centrifuge, et puis après, on prend le voir. Bon, tout ça, c'est le processus. Mais ça, on va faire le coup en pratiquement 2 semaines. Le gars dit, pas mal. Allez, tu mets le coup justement, ah, où on va? Quand tu arrives à la droite, en une demi-journée, tout le coup qu'on appelle là, on dit, voilà, tu vas faire ton prélèvement. S'il s'agit, si tu soupçonnes des bactéries ou des virus, voilà le processus. Si tu soupçonnes des champignons, voilà le processus. En une demi-journée, tout est. Bon, mais c'était bon parce que, au moins, ce qu'on disait n'était pas. C'est vraiment parce que j'avais déjà emmagasiné ce nombre de choses. En fait, c'est la grosse conséquence qu'on a formé sur les pages. C'est-à-dire, on attrape le logiciel et peut tomber dedans. Si on dit quelque chose qui va comme ça, tu es foutu. Oui, mais tu n'as plus de repli. Tu vois comment? Qu'est-ce qu'on t'a dit là? C'est pas grave. Voilà, donc la première partie de la classification orientée objet, c'est la segmentation. Mais cette segmentation-là a 2 niveaux. Le premier niveau sera effectivement de créer des segments. Le deuxième niveau sera de parfaire ces segments en les fusionnant. C'est-à-dire ici, il se trouve que tu as trop découpé les éléments. Je donnais tout à l'heure l'exemple de toiture, par exemple. Il y avait un côté rouillé et un côté non rouillé. Donc, tu vas dans un premier temps faire des segments pour tenter de recréer le cadre de la toiture. Maintenant, si tu vois que c'est trop segmenté, il y a la deuxième partie qui te permet de fusionner ces différents segments, ne serait-ce que pour recréer la forme de l'objet.
Donc, c'est ce qu'on appelait la première partie, hein, qui est l'étape de la segmentation. Donc, autant on peut segmenter, autant on peut fusionner. Je pense qu'il y a une image pour illustrer ça. Voilà. Regardez ici ce qui se passe. C'est cette image, par exemple, qu'on souhaiterait. Qui veut parler là-bas? Ah non, c'est bon. OK. Voilà. Donc, voilà cette image-là qu'on a segmentée avec ces deux échelles-là. Le premier cas ici, paramètre de. Il y a 5 compactage, 5. Et puis, bon, là, c'est identique. Là, c'est identique. Le seul paramètre qui change, c'est 5. Regardez que là, on a des éléments de forme 5. Là, on a des éléments de forme 5. La grande différence, c'est quoi? On a beaucoup plus d'éléments grossiers ici. Mais on peut passer d'ici à là en faisant jouer ça. Et là, vous allez voir, c'est juste des échelles qu'on peut jouer pour agrandir les polygones ou bien les réduire, c'est-à-dire les subdiviser. Ça ressemble à un jeu, mais bon, c'est comme ça. La première partie, c'est ça. Et c'est l'étape la plus importante. C'est-à-dire une fois que tu as cerné les éléments que tu veux isoler, le reste découle des efforts que tu vas faire ici. Mais ces valeurs, on ne les joue pas comme ça. Hein. Il faut jouer plusieurs fois jusqu'à obtenir la valeur qu'il faut. Voilà. Sinon, ce n'est pas évident. Ce n'est pas en un seul coup que ça vient. Mais bon, comme je sais que vous êtes fort. Hein, comme je sais que vous êtes fort. Ici, ce qui change, oui, c'est, j'allais dire, le côté peut-être spectral de l'image. Regardez ces deux images. Qu'est-ce qui a changé dedans? Sharp, ça traduit en anglais. Clarté dynamique dans l'image. Donc, quelle différence vous voyez entre deux? Quelle différence vous voyez? Qui voit quelle différence entre deux images? Oui. La dimension des cellules. La dimension des cellules. Ça s'appuie sur quoi? Ça s'appuie sur quoi? C'est Sharp. La dynamique de l'image. C'est-à-dire la qualité spectrale de l'image. Regardez, là, vous avez un peu plus de division, non? Attends, qu'est-ce qui est proche que je peux toucher? Celui qui est devant. Celui qui est devant? Au niveau de l'eau. Au niveau de l'eau? Oui. Oui, l'eau. Il y a plus de polygones de ce côté-là. À gauche qu'à droite. Plus d'éléments à gauche qu'à droite. Aussi. Oui, oui. Exactement. Il y a plus de découpage. Regardez même. La segmentation vous a changé à gauche, aussi à droite. Aussi à droite. Et à droite, à gauche. Voilà. Les éléments sont un peu plus de grande taille ici par rapport à là. Exactement. Donc, c'est les subtilités en termes de contraste. Contraste, pas de Sharp. Et c'est parce que sur les images j'allais dire à haute résolution, et généralement, c'est des traitements qui ne sont pas faits sur les compositions colorées, mais beaucoup plus sur les indices. C'est les indices qui donnent des mêmes. Sinon, si tu prends une composition colorée, il y a tellement de couleurs dedans que je me demande ce que tu as sorti. Par contre, sur les images à très haute résolution spatiale, parce qu'initialement, retenez que ces images-là avaient été beaucoup plus faites pour le cadastre, c'est-à-dire pour le milieu urbain. C'est là qu'on a besoin de tout ce détail. Même si elle dort, le détail, c'est bon. Bon, là, on reçoit notre paramètre, la compacité. Qu'est-ce que ça veut dire par compacité? La compacité. Oui, c'est quoi la compacité? Justement, le caractère compact, c'est-à-dire quelque chose qui a tendance à être plus regroupé. Exactement. Donc, en termes de compacité, vous voyez que les objets sont beaucoup plus longs ici. La compacité, là, on a fixé des paramètres beaucoup plus importants au niveau de la compacité. Donc, tout dépend de la taille ou bien de la forme des éléments que vous recherchez. Si vous devez rechercher, par exemple, à isoler des éléments qui sont pour la plupart linéaires, ce n'est pas les mêmes paramètres de compacité que vous allez choisir. Voilà. Oui. Dans le cadre de la recherche actuelle, est-ce que c'est le même type de traitement qu'on... Non. Ça, c'est beaucoup plus facile. Ou les factures, c'est plutôt des flux qu'on passe. Orientation nord, sur des rouges à droite pour voir voilà, les cisaillements, si tu veux, les artefacts. Voilà. Mais vous savez tellement mentir. Aïe. Les gens là, quand ils font leur truc là,
C'est une classe d'apprentissage. Quand il prend le truc, la recherche, il passe, il digitalise ce qu'ils appellent quoi, linéairement d'accord. Et quand tu vois l'image, lui, il voit linéairement, toi tu ne vois pas. Il trace jusqu'à l'image, il voit comme ça. Après, il faut superposer avec 15 éléments évidents pour éliminer ceux qui sont supposés ne pas être dans le sol, mais profond. Bon, voilà comment ils vont. Je veux dire, quand vous montez, c'est facile de dire, enfin, c'est difficile de dire comment monter. Mais celui qui est en surface, voilà. Donc, une fois qu'on a fini ça, on passe à la deuxième étape. Il y a de labelliser les polygones. Et c'est à partir du moment où ça devient intéressant. On a deux cas de figure. Parce que normalement, on a trois. Le premier cas, c'est une segmentation, ça dit classification, segmentation, un peu comme si on avait l'automatique. Le deuxième cas, on a la classification orientée objet par exemple. Par exemple, ça ressemble exactement à la classification orientée pixel. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez valider ces séquences que vous avez passées à l'étape supérieure, il va vous dire quelles sont les séquences que vous avez vues. Il dit, j'ai vu forêt. Il va te demander, donne-moi des exemples de forêt. Mais dans ce cas-là, vous ne digitalisez plus. Puisque les polygones sont déjà là, il va juste cliquer dessus, puis choisir le polygone, comme exemple. C'est pareil. Donc, c'est l'aspect labellisation. Vous labellisez jusqu'au bout et puis vous sortez votre carte. C'est pareil ici. Regardez où il y a cette tête de tout là. Quand vous choisissez, par exemple, il a cliqué là, automatiquement, ça va prendre le tout. C'est pas comme de l'autre côté où vous devez totalement digitaliser. C'est parce que les gens ne créent pas, mais ils dorment. Je ne sais pas des gens qui savent parce qu'ils sont forts. Même tous les enseignants sont subvenus. Donc, si les étudiants dorment, c'est ça qui est normal, ça, non? Voilà. Donc, ça, c'est à l'exemple. Vous cliquez juste et il va vous prendre ça. Maintenant, on dira que c'est ce qu'on appelle la logique floue. La logique floue, c'est quoi? Un peu comme je le disais, quand vous avez affaire à des pixels mixtes, c'est-à-dire, vous avez un pixel qui a plus ou moins les caractères de la forêt et de la savane. Vers la fin, il sera question de voir à qui est-ce que ça appartient effectivement. Donc, ça va classer le pixel à la classe qui sera la plus proche. Voilà. Donc, c'est pour juste schématiser ça que ce gros graphe a été fait. Mais ce n'est pas le plus important. Là, c'était juste l'explication qui accompagnait. Donc, dans les paramètres qu'on va choisir pour faire notre classique, on a la possibilité de choisir soit le paramètre radiométrique, soit le paramètre morphologique ou bien texturel. On peut s'appuyer sur un de ces trois-là. Si on juge que c'est vraiment la forme des objets qui domine, on clique sur le paramètre morphologique, on va avec. Si c'est vraiment le spectral, on valide. Donc, du coup, ça veut dire que la classification orientée objet finalement tient compte des trois. Alors que l'orienté pixel ne misait que sur la radiométrie, c'est-à-dire la spectrale en fait. C'est bon? Voilà, donc c'est un bien gros mot pour rien. Voilà, donc ça, c'est les paramètres qui existent. Tout à l'heure, on avait parlé de compacité. Vous voyez? Si on recherchait des objets compacts, voilà par exemple, c'était des paramètres qu'on pourrait valider quand on prenait le critère morphologie forme. C'est-à-dire, on spécifie que l'objet, par exemple, que je souhaiterais retirer, c'est caractérisé par une compacité beaucoup plus importante. Donc, c'est plutôt ce paramètre. Si on a des objets un peu plus longs, un peu plus filiformes, c'est juste des options. Il y en a plein dans vos ordi. Hein? Voilà, maintenant, on vous parle de la notion de classification hiérarchique. J'ai déjà dit ça. Un peu comme on a trois grandes entités. Vous voyez que là, par exemple, on a la tête de l'autre côté, on a d'un côté la mer, et puis on a la côte, c'est-à-dire les zones carrément marécageuses qu'il y a juste à l'exutoire. On pourrait, par segmentation, isoler les trois entités d'abord avant de faire les classifications à l'intérieur. Hein? C'est ce qu'on appelle la classification hiérarchique. De sorte qu'on va considérer les trois entités là comme étant les parents. Maintenant, les sous-classes qu'on va trouver, ça sera les enfants ou bien les fils, bien, peu importe. Au moins, on sait d'où est-ce qu'ils viennent. De sorte que, quand on a fini avec tout ce blabla, regardez ce que ça peut donner. Donc, finalement, vous voyez que pour la mer, voilà les entités qu'on peut avoir. Ça fait trois classiques différentes pour la même image.
Au lieu de chercher à avoir toutes ces entités-là en une seule classification, en un seul tenant, pour avoir des confusions, pas possible. On pourrait avoir, là en ce moment, on sait d'où ça vient. Tout ça vient de mer, tout ça vient de côte, tout ça vient de terre. Donc on a les parents et puis on a les enfants en dessous. C'est bon? C'est un peu comme si vous avez une classification, vous avez par exemple les forêts, les savanes, les sols lucides habités. Dans les forêts, vous pouvez avoir forêt dégradée, forêt claire, forêt, tout ce que vous voulez. Dans les savanes, savanes arborées, savanes. Dans les sols lucides habités, il peut s'agir de villes, de villages, ou bien de sols dénudés pour préparer les terres de culture. Oui, non. Chacun dans son canevas. Bon, à la fin, on pourrait effectivement voir si les objets sont, s'il y a de grandes confusions entre les objets, ou bien si les objets ne sont pas confondus. Si on a quelque chose comme ça, ça veut dire que c'est très corrélé, c'est que les objets ont tendance à trop se confondre. Par contre, si c'est un papier comme ça, c'est que les objets sont bien séparés, bien décorrélés. Vous avez un peu vu ça sur les gens aussi, non? Voilà, c'est pareil. Bon, j'avais pu parler de matrice de confusion. Vous avez déjà vu. On ne va pas trop venir là-dessus. Qu'est-ce que vous savez de la matrice de confusion? Comment est-ce que vous pouvez les interpréter? Vous avez vu ça avec Yama. Je ne vais pas trop traîner là-dessus. Mais c'est bon qu'on échange là-dessus quand même. Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous savez de la matrice de confusion? Ça se produit comment? Et puis, comment est-ce que vous pouvez l'interpréter? Hey! Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne connais plus mon pays, au joli Côte d'Ivoire. Oui, les gars. La matrice de confusion, c'est un tableau qui permet de donner les différentes erreurs qu'il y a eu durant la classification. Exactement. Qui peut compléter ce qu'il a dit? Hey. Bon, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes en train de dire? On a pratiquement fini, non? Et dès qu'on attend, on va trouver. Donc, demain, on est dans manette 100%. Je vais faire venir des images et puis on va. On a passé la fête des essentiels, je manipule juste 30 minutes et puis le reste à faire. Qu'est-ce qu'on fait dans le texte? C'est Valentin, est-ce que les écoles peuvent venir jusqu'à maintenant? C'est le gourmet. C'est le gourmet qui est très dosé. On peut s'asseoir pour. Allez. Bien, ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est quoi? Au-delà de tout ce que vous avez dit sur Internet, c'est quoi le matrice de confusion?
Et puis, qu'est-ce qui peut aider à une meilleure interprétation de cette matrice de confusion? C'est quoi? On la construit comment? Comment on peut l'interpréter? Tu as été quoi, oui? T'as grave pour vous, hein? Va faire ton travail. Et puis tu laisses là-bas, tu parles. Tu as fait ton travail. Comment tu as du travail? Qu'est-ce qu'on entend par la matrice de confusion? S'il vous plaît, c'est le professeur qui pose des questions. Donc, sachez que la matrice de confusion, c'est selon celle de la matrice de confusion, c'est un tableau généré après la classification, un tableau statistique qui prend en compte les classes thématiques en ligne et en colonne. Et qu'est-ce qui nous permet d'utiliser ça? C'est on va voir les valeurs sur la diagonale. Quelqu'un d'autre peut ajouter quelque chose? Non. Et il y a aussi les valeurs hors diagonale, hors tableau. Si on a les classes thématiques sur la ligne, on va parler de, si je me trompe, vous allez me corriger. On a les valeurs, on a les erreurs d'omission. Et sur les colonnes, c'est-à-dire verticalement, si on a les classes d'information, on a les erreurs d'omission. Monsieur Wakou, vous avez la parole. Monsieur, Je pense que au niveau des éléments diagonaux, ce sont les éléments qui sont bien classés. Les éléments diagonaux sont bien classés. Il y a une fois en fait, c'est comme il a dit, c'est aussi une matrice qui permet d'évaluer les différentes performances au niveau de la classification. En fait, cette valeur-là, elle voit sur c'est un tableau pour pouvoir qualifier des tableaux de prédiction, sur lequel on se base pour essayer de corriger toutes les différentes erreurs et sur la classe. Ok, bon, donc si vous savez ça, c'est pour évaluer la performance de vos traitements. Les erreurs qui sont attachées à ces différents traitements. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, je fais ma classique et puis ça me dit que il y a la classe A et la classe B, par exemple, qui ont une confusion qui varie de 15 à 20%. C'est bon ou c'est pas bon? De 15 à 20%. C'est bon ou c'est pas bon? Je pose la question autrement. Je finis ma classique, je fais ma matrice de confusion. J'ai une confusion entre la savane arborée et la savane boisée qui évolue entre 15 et 20%. Et puis, j'ai les mêmes confusions qui existent entre les forêts denses humides et les sols nus. C'est bon ou c'est pas bon? Les deux sont bons, les deux ne sont pas bons. Il y a un qui est mauvais. Pourquoi? Une chose est d'avoir la matrice. Comme vous savez, tout on obtient la matrice, vous savez ce que c'est et tout le reste. Mais on l'interprète comment? C'est la question. Vous allez voir des erreurs, des confusions beaucoup plus élevées que d'autres à gauche à droite. C'est bon ou c'est pas bon? Je vais poser des questions.
La chose que je voulais vraiment comprendre avant de Ah, donc, tu as posé une question. Non, Après ma question, non, tu dois répondre à ma question. non, je veux juste répondre d'abord. Et puis, peut-être que dans ma réponse, ouvrir un endroit de comprendre un peu. Quand on parle de 15 et 20%, c'est une marge d'erreur. Je peux dire, c'est le programme. Non. On a l'espace classifié, on a les données du terrain, on croise. D'accord. Autant tu as forêt, savane, Ça va. autant la savane, forêt. Non, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà pourquoi je dis une marge de 15 à 20%. Un pète sur l'autre pète 2%. Tu vois ce que je veux dire? Plus c'est les plus, c'est les pètes. Voilà. Donc c'est toujours l'intervalle. C'est-à-dire, il y a le maximum et le minimum. C'est toujours deux valeurs. On ne peut pas deux éléments. Par exemple, c'est le petit fois. Maintenant que ça c'est clair, je dis, on a entre 15 et 20% de confusion entre la savane boisée et la savane arborée, et puis entre les forêts denses, humides, centénaires et les sols humides. Les deux entités, hein, les deux premiers, les deux seconds. Voilà, les entre 15 et 20%. C'est bon, c'est pas bon, les deux sont bons, les deux ne sont pas bons, il y a un qui est bon, il y a un qui n'est pas bon, ou pas. Question de méthode. Oui, vas-y. Le premier cas de figure, Regarde-moi. c'est-à-dire la savane arborée. La savane boisée. La savane boisée, 15%, pour moi, c'est bon. Le deuxième cas de figure, la forêt interdienne et le sol nu, 15%, c'est pas bon. Je t'explique pourquoi. Non, c'est moi, c'est. C'est la même chose de votre place. Pourquoi? La savane arborée et puis la savane boisée ont à peu près les mêmes caractéristiques. Je vois ça comme ça. Maintenant, la forêt interdienne et le sol nu n'ont pas les mêmes caractéristiques. C'est ça. Elles sont. Non, c'est exactement ça. C'est pas celui qui a compris. C'est ça que les autres ont compris. On peut confondre les deux intéressants. C'est tellement clair. Vous avez juste compris. Donc, il y en a qui voient les autres où ils souhaiteraient avoir 99% de décision. C'est faux. Mais ils disent que c'est faux. Des choses qui se ressemblent naturellement. Et puis, parce que vous avez la situation, ça dit, la différence, c'est clair et net. Non. Ah. C'était le début du corona là. Ah, c'est gars, là, on va faire ici. Donc, c'est exactement ça. Il y a des choses qui vont se ressembler. Et ce qui est normal dans la nature. Par contre, quand vous avez des éléments qui sont diamétralement opposés, et puis vous voyez qu'il y a des confusions, c'est problème. Tout peut venir ces confusions. Vous faites la classification. Quand vous dites que vous avez, par exemple, après une forêt, vous devez digitaliser les échantillons. Si dans les parcelles d'entraînement, vous digitalisez n'importe quoi, vous avez un faux résultat. Donc, vous devez être assez précis dans la digitalisation que vous faites des entités que vous appelez parcelles d'entraînement. Ça, c'est la première des choses. Vous pouvez avoir réussi la classification, mais la matrice de confusion sera bizarre. Pour la simple raison de quoi? Si vous avez réussi la sélection des parcelles d'entraînement, la classification est réussie. Mais au niveau des parcelles de contrôle, parce que vous savez que c'est donner le parcelle de contrôle, non? Vous savez ça, non? Il y a les parcelles d'entraînement, c'est la classique, mais les parcelles de contrôle. C'est les parcelles qui n'ont pas été utilisées pour la classification. Si au moment de digitaliser, par exemple, les parcelles que vous avez appelées, par exemple, parcelles de forêt, que vous allez digitaliser autre chose qui n'a rien à voir avec ce que vous avez digitalisé pour l'entraînement, la matrice sera bizarre. Mais en fait, si vous le prenez garde, vous risquez de détruire votre classification parce que la classification est bonne. C'est seulement pour le fait des parcelles de contrôle que vous avez digitalisé des trucs bizarres. Vous voyez, non? Il faudrait pouvoir détecter là où se trouve l'erreur, sinon, ce sera toujours à gauche. On pourrait t'amener à expliquer, par exemple, pourquoi est-ce que deux formations médicales sont trop confuses. Mais bon, celui qui n'a pas orientation, forestier, potasse, ce n'est pas évident. Parce qu'on fait des inventaires, on pose des placettes, et puis on décrit tel que je vous l'ai dit. On peut avoir la quantité de tiges à l'écart. Ah, tu vois, c'est celui. Les placettes, si vous voulez, c'est des surfaces homogènes qu'on définit et qu'on donne de caractériser ce qu'il y a dedans. Par exemple, le forêt, tu peux décider d'utiliser, par exemple, une vingtaine de placettes. Ça va te donner des valeurs statistiques.
sur le nombre de strates qu'il y a, sur le recouvrement, sur la densité de tiges à l'hectare, sur la répartition des tiges par classe de diamètre. En ce moment, tu vas voir que deux classes se confondent. Les paramètres là sont prêts. Vous voyez que ça devient quelque chose de quantifiable, de mesurable. Ça devient scientifique. Au lieu de dire, ah, c'est dans ce. Ça, c'est les paramètres qu'on va pouvoir relever. Alors, moi, je dis, celui qui n'est pas forestier, ce n'est pas évident. Ouais. Non, les géographes sont conscients. Je veux dire, quand tu vas décrire quelque chose comme ça visuellement, on peut avoir des débat, non? Mais si on a défini des plaçades de 20 mètres sur 20 mètres, et puis à l'intérieur des 20 mètres sur 20 mètres, on a mesuré le DBH, c'est-à-dire les diamètres à hauteur de poitrine de tous les arbres. Et qu'on sait que sur ton carré de 1 mètre sur 1 mètre, de 20 mètres sur 20 mètres, j'ai par exemple 10 arbres ici. De l'autre côté, j'ai eu 30. De l'autre côté, je fais la moyenne. Donc, pour ce que j'appelais forêt là, en moyenne, j'ai 30 arbres à l'hectare. Il y a pas de débat autour. Parce que même si quelqu'un tout à l'heure fait la limite, quand je parlais de 30, puis il va parler peut-être de 31, de 32, on est dans la même gamme. Alors que c'est une description visuelle. Voilà qu'il y a un qui va dire non, le truc était très dense, il va dire non, on n'est pas dense. Parce que lui, il a eu l'occasion de voir des problèmes plus denses. Oui, non. Donc, ça devient un peu subjectif quand on ne prend pas des valeurs mesurables comme ça. Vous voyez? En fait, c'est des choses très importantes. Je donne un exemple. Qui sait ce que c'est qu'une parcelle cacaoyère? C'est quoi une parcelle cacaoyère? Décris-moi une parcelle cacaoyère. Écoutez bien. Une parcelle cacaoyère. Il n'y a pas de oui, vas-y. Une parcelle cacaoyère, c'est une exploitation sur laquelle est planté du cacao et sur laquelle on retrouve. Je te coupe. Hein? Laisse-toi faire. Ah, Camille. On retrouve aussi des arbres qui sont appelés arbres d'ombrage. Vous voyez ce qui fait une parcelle cacaoyère? Quelqu'un d'autre peut me décrire une parcelle cacaoyère? Quelqu'un d'autre peut me décrire une parcelle? Parce que là, par exemple, avant de produire cacao, on dit que ça, c'est cacao là. Normalement, tu vas dire la classe cacao. Et puis tu décris, c'est ça la classe cacao. Donc, résume-moi ta description de ce que tu appelles classe cacao. La classe cacao. L'entité cartographique que tu as identifiée là. Je veux dire, là par exemple, qu'on a végétation, réseau routier, il faudra que quelque part, tu définisses ce que tu appelles végétation, tu définisses ce que tu vas. Là, comme ça, quand ça vient sur ta carte, on se pose la question, puis on sait de quoi tu parles. Parce qu'en fait, on peut avoir des lectures tellement différentes, ou tout du moins des descriptions très différentes, avec des noms identiques. Vous voyez, non? Comme ça dépend de la personne qui fait. Donc, tu définis, tu nous dis que c'est d'abord avant d'appliquer. Tu vois, non? Donc, il faut me définir plus ou moins ce que tu appelles parcelle cacaoyère. Est-ce que je peux passer par un descriptif quantitatif et qualitatif? Ok. Du côté qualitatif, le cacao est une plante qui. Attends, c'est pour débuter ta classe. La classe cacao. Donc, le cacao est une plante. C'est le peuplement, il ne faut pas demander de un plan de cacao. Le peuplement. Le peuplement. Il y a une certaine densité au niveau du cacao. C'est-à-dire qu'il y a une couverture du cacao, d'une plantation de cacao. Une certaine couverture, c'est quoi une certaine couverture? Il y a une certaine canopée qui existe à ce niveau-là. Une certaine canopée. Oui. Une certaine canopée. Et il y a aussi. Pourquoi il y a certaines canopées? C'est-à-dire que les feuilles, les tiges des différents pieds de cacao, des différents fleurs de cacao sont jointibles. Mais là, il y a certaines canopées. Oui, c'est une certaine canopée dans la mesure où c'est pas la même canopée que la forêt, par exemple. C'est la hauteur de la canopée qui est tournée de la canopée qui est. La hauteur de la canopée, c'est. La hauteur du cacao. La plupart du temps, c'est la densité du cacao au cacao ou voilà, la densité du cacao qui définit cette cacao. Okay. Donc, déjà, la hauteur
déjà la densité et la canopée, sans compter qu'on appelle aussi le feuillage qui a une certaine réflexion. Où est-ce que dans la description, il y a beaucoup de une certaine, un certain, une certaine, un certain. Est-ce que quelqu'un d'autre peut décrire? Vous allez voir que vous risquez de travailler sur le même terrain. C'est-à-dire, quand vous avez une bonne description, on ne dirait même pas que c'est le même pays, vu que c'est la même parcelle. Par exemple, à certaines personnes qui font le terrain, quand ils reviennent, on leur demande qu'est-ce que tu as fait avoir sur le terrain. La personne ne peut rien dire de celle-ci. Oui, quand c'est tout ce qui passe dominé en majorité par le cacao, de limiter naturellement ou artificiellement par des entités. quelle entité? Par une forêt, par des roues. Quand vous voyez les parcelles cacaoyères, ça peut te courir jusqu'à 6 km. Il n'y a pas de découpage, mais à la limite, c'est pour plusieurs personnes. Quand tu dis de limiter par l'entité, tu vois que ça a un problème. Alors que moi, j'allais décrire la parcelle cacaoyère. D'abord, des choses artificielles, pas naturelles. Avec généralement 2 strates lumineuses. La strate lumineuse basse, qui est la culture principale, c'est le cacaoyer, à maturité. Les plantes peuvent culminer en 2 jusqu'à 4 mètres de possible. 2 à 4 mètres. Avec la canopée généralement jointive, un recouvrement qui oscille entre 50 et 70%. C'est bon? Et la strate lumineuse supérieure, qui est facultative, qui va permettre de faire la différence entre la cacaoyer plein soleil et la cacaoculture sous couvert. Et ce recouvrement-là peut varier de 0, parce qu'il y a là où c'est encore plein soleil, de 0 jusqu'à quelquefois 30%. 30-40 grand maximum. Alors, on parle de là. On parle du collègue qu'on a passé les 30%. Vous voyez ma réflexion? C'est donné des éléments qui je l'ai pu arriver aussi à la salle herbacée quand c'est très mal entretenu. Donc, c'est que finalement, dans la tête, on a fait première goutte. On a la hauteur, on a le recouvrement, on a la strate lumineuse supérieure, on a la hauteur, on a le recouvrement. Je pourrais après compléter si c'est dans les bas-fonds, si c'est. Tu vois que ma description, tu peux tout d'abord ta description. Si j'avais pris le temps, parce qu'il y a des densités imposées, mais bon, nos paysans, comme ce n'est pas tout le monde qui respecte ça. Sinon, quand il y a ces densités imposées, là, à l'hectare, c'est à moins tel pied. Ça, c'est une description. C'est parce que tu as cette explication-là que tu peux comprendre pourquoi la classe A et la classe B se ressemblent. Parce que dans la structure, dans la version que tu es en train de faire, il ne voit que les deux se ressemblent parce que voilà. Mais ne vous inquiétez pas, on fera tout sur le terrain, vous allez voir. Là, tout le reste, ça ramenait à la calculation des pixels. Donc là, je vous donne juste un exemple de 2 classifs. Là, pour les zones dites bien structurées, c'est ça, non? Classification spectrale, classification orientée objet, c'est la même zone, mais regardez. Ici, c'est spectral, là-bas, c'est orienté objet. Est-ce que vous voyez une différence? Ça, c'était l'objet d'un masse ou bien d'un lieu. Vous voyez une différence, non? Surtout à ce niveau-là, on sent beaucoup plus la différence. C'est bon? Les routes sont mieux tracées ici. Quand vous indiquez là, nous ne voyons pas. Pardon? Quand vous indiquez sur le. Ah oui, c'est vrai, vous ne voyez pas. Ah, mais là, c'est dommage. Hein? Mais en fait, c'est l'image de gauche et l'image de droite. C'est bon? Il y a CS, classification spectrale, et puis l'autre, c'est CO, orienté objet. On voit qu'on a beaucoup plus d'entités définies de façon plus claire au niveau de la classification orientée objet. C'est juste ce que j'indiquais. Les limites sont plus précises. Regardez, par exemple, on a mis dépôt Sotra. Voyez donc.
C'est beaucoup plus clair. On lui dépose ses pieds. T'as coupé ça? Oui. C'est bon? Oui, oui, nous avons des formes régulières au niveau de... Voilà, des formes un peu plus régulières. Ça a été l'objet d'un master, je ne sais pas un peu la lire. Oui. Moi, dans mon souci de compréhension, Oui. est-ce que je pourrais dire que opter pour la classification orientée objet vient résoudre le problème? Vient résoudre le problème de. Monsieur, merci, bravo. Question 1. C'est déjà réussi. Oui, Pierre, où? Tu parlais? Oui. Dans ma position de compréhension, est-ce que je pourrais dire que la classification orientée objet vient éventuellement pallier au souci de différents objets de façon plus ou moins à moins satisfaisable? Justement, au moins maintenant la seule forme. Voilà, donc c'est pour résoudre un peu ça. On peut donc combiner vos œuvres. Vous faites une association. Ça dépend des cas de critique que tu as. Mais pour la plupart du temps, c'est très souvent combiné, quoi. C'est très souvent combiné. Bon, là, non, c'est bon. Là, c'était juste. C'est les mêmes exemples que vous avez donné déjà. Oui, juste, c'était mieux. Comparaison de deux marchés. Ça, c'est des marchés pris un peu partout. J'ai pris checker ça sur le net. Ce que fait les études comparatives en comparaison de je reviens encore une fois pour dire que dans la réalité des faits, quand vous avez travail à faire, ne pensez pas que vous allez prendre seulement le objet, vous n'avez pas de solution. Vous prenez. Non. Généralement, c'est une combinaison en fonction du cas de figure que vous avez devant. Soyez très précis dans la tête. Retenez une chose. L'approche méthode, ce n'est pas le dossier. Vous concevez votre approche. Dans tous les cas, si vous passez au rang d'expert, quand vous dites que vous prenez un appel à manifestation d'intérêt, ce n'est pas dit que tous les compartiments de votre expertise, vous pouvez le faire. Non. Vous devez manager en ce moment-là. Mais quand vous appelez l'appel à la philosophie, c'est pas bon. C'est toi qui n'as pas de philosophie. Dans la lettre, il y a l'esprit. Question, s'il n'y a pas de question, je pense qu'on va mettre un terme au cours d'aujourd'hui. Et demain, ça sera manip 100%. Après, demain aussi, manip 100%. Monsieur Souple. Oui. C'est comme vous expliquez par exemple, c'est l'interprétation. L'interprétation et l'analyse. Est-ce qu'il n'y a pas des documents sur lesquels on peut s'appuyer pour réussir surtout comme on travaille sur les logiciels, c'est quand on trouve que tu finis de faire tout ce qui est traitement. L'image est devant toi. C'est cette difficulté que moi, particulièrement, je rencontre. Et donc, je ne sais pas s'il y a des documentations sur laquelle on peut s'appuyer. Il y a la documentation sur le mot, peut-être que c'est pas comment ça aussi. Selon la documentation synthétisée, ça c'est, on appelle ça l'expérience. Sinon, là par exemple, ce que j'ai mis de l'autre côté là-bas, c'est ça. Pour toutes les personnes qui utilisent image optique, ça, mais ça, vous ne savez pas peut-être comment exploiter. Là-bas, c'est rare. Et je mets quiconque me défie. Vous ne pouvez jamais voir ça dans le document. C'est une synthèse. Comment tu fais ça, synthèse? Ils vont, généralement, vous montrer les graphes, mais ils ne vont jamais synthétiser le tout comme ça. Mais en fait, c'est ça, combiné avec ça. Il n'y a pas que le RGB comme composition colorée. Il y a d'autres compositions qui ne sont pas forcément RGB. Mais il faut déjà se focus sur ce qui est à la base, et puis après, vous allez chercher à vous étendre. Avec ça, interprétation, par exemple de composition colorée, ça vous en sortez à 100%. Il faut bien voir ce que était dit là. Vous en sortir. Mais quand on rentre dans les analyses en composantes principales, là, ça se gâte. Pour pouvoir bien comprendre ce qu'il y a là-bas, il faudrait pouvoir d'abord comprendre ça, avoir une composition colorée standard, et puis tu vas comparer. Pourquoi? Quand vous rentrez dans une analyse en composantes principales, ce qui se passe, c'est que la bande 1, là, c'est fait 1. Là, c'est fait, je ne peux pas dire si c'est visible, si ça déclenche le bras rouge, vous ne pouvez plus dire ça. Parce que c'est un peu de la bande 1, un peu de la bande 2, un peu de la bande 3, un peu. Ouais, non. C'est un peu comme si on avait, par exemple, 6 oranges, et puis on presse le jus pour mettre dans 3 oranges. Donc, quand vous allez prendre chaque ACP,
c'est un peu. Donc, la composition colorée risque d'être beaucoup plus contrastée. Ce qu'on appelle beaucoup plus contrasté, c'est quoi? En fait, composition colorée, on a pour l'essentiel du rouge. Par exemple, cette composition-là, on voit pas la végétation en rouge. On est d'accord? On est tous d'accord que la végétation en rouge, parce que c'est dans le rouge que la végétation réfléchit le plus, et puis ça a été mis dans le canal rouge. On est d'accord? Mais il va y avoir plusieurs nuances de rouge. Il va y avoir du rouge sombre, et puis du rouge clair. Qu'est-ce qui sera sombre? Qu'est-ce qui sera clair? Encore une fois de plus, ça y est ici. Qui peut savoir si on fait cette combinaison-là? On aura du rouge sombre, on aura du rouge clair. Qui peut me dire le rouge sera sombre ou le rouge sera clair? D'abord, je vais m'assurer que vous avez compris ça. Si je fais une composition où je mets le pile ici, le mi là, et puis le 10 là. Oh, pardon, c'est plutôt ici, je le mets. Donc, je mets mi, pi, et puis 10. Si vous avez vraiment compris ça, avant qu'on ne parle à l'aspect sombre ou plein de trucs. Si je fais, vous voyez que, comme je l'ai dit hier, je préfère ne pas mettre 21, 22, 23. Je voudrais parler de longueur d'onde. Peu importe ce que vous avez. Pour toute image satellite que vous aurez, on va vous donner la fiche technique. Donc vous savez, la bande 1 appartient à temps. Ce n'est pas le plus important. Si je faisais cette composition-là, la végétation va être dans quelle couleur? Le gris. Ça va être en vert. Les sols à la partie de coloration. La magenta. C'est fini? Non, ça a décollé pour vous. C'est fini? Pourquoi j'ai dit c'est fini? Laissez-vous féconder, vous allez voir. J'ai dit c'est fini parce que voilà une situation où vous dites que la végétation sera en vert, n'est-ce pas? Les sols seront en. Vous allez voir qu'on va aller du vert vers le magenta au fur et à mesure que la végétation va faire place au sol. Donc, quand vous aurez une mosaïque de vert et de magenta, ça voudra dire quoi? Que c'est une végétation assez dégradée qui laisse apparaître un sol. Tu vois, non? Si vous avez compris ça, en tout cas, vous avez décollé pour. Et je ne sais pas si vous oubliez encore, mais il faut bien comprendre ça. Si tu n'as pas compris, et si tu as loupé là-bas, tu as loupé. Hein? Parce que c'est le bien là-bas. On est en train de rentrer dans un autre type de télévision où les gens vont plus bien comprendre. Vous savez pourquoi, non? On parle de ligne de côte. Tu ne comprends rien à la base. On te donne le ligne de côte, ça sort. Tu as compris quoi? Avant de développer la ligne de côte, là, tu sais où tu es rentré. Tu es passé des tests. Ah, donc, si on combine tout ça, ça réussit. Donc, on fait des sciences d'année. Tu comprends, non? De sorte que s'il y a un problème dedans, c'est que c'est ça qui va faire. Tu reviens, tu veux trouver le chemin, et puis on fait le code après. Ouais, non? On était à un atelier où on a un gars de l'université de Maryland. Lui qui est déjà l'image, il coupe un coup, il met dedans. Mais vous formez comme ça des questions. Les gens comprennent quoi? On est dans la ligne de code maintenant. Ça dit que tu finis, tu déposes. En réalité, c'est parce que tu as compris comment ça tourne. Tu as fait ta ligne de code et tu dupliques X fois. Mais il faut d'abord créer. C'est comme un résultat qu'on va de ligne de code. Mais si tu ne comprends même pas comment on va parler de résultat. Bref. Je lui ai dit, celui qui se laisse féconder par ça en termes d'interprétation d'image, je pense que ton problème est résolu. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, ici, on a vu que la végétation sera à droite en vert. Donc, autant ici, ça devrait être en rouge. Il doit y avoir du rouge sombre et du rouge clair. Je te dis, ici aussi, ça sera vert. Il y aura du vert foncé et puis du vert clair. On parle de végétation dense. Quand la végétation est dense, le vert sera sombre ou bien clair? Pourquoi? Ça, c'est pourquoi je m'intéresse. Pourquoi? Ça, c'est les conséquences. Ça dit, quand tu n'as pas attrapé le bar, tu ne peux pas te donner. Quand je disais aux gens que le caractère flou dont tu parlais là, en fait, c'est parce qu'on avait les services. Quand tu as compris ça, tout le reste qu'on dit là, tu sais que c'est associé à ça.
On est d'accord? Pourquoi est-ce qu'on se focus sur les classifications dirigées au lieu de l'automatiser? C'est simplement parce que des réalités différentes peuvent avoir la même signature sur le cadre. Donc, il faut forcer la même. Voilà, on prend le pas sur, tu vois, non? Une fois que tu as la base, tout le reste, ça c'est des conséquences de cette base-là. Donc, tu n'as pas encore dit la vraie raison. Ça, c'est une conséquence, je suis d'accord avec toi. Oui. Ici, on a un seul élément qui est individualisé par rapport à la canopée empêche. Un seul élément qui est individualisé. Je ne comprends pas trop. Oui. Bon. Conséquence. Moins de réflexion. Conséquence. Tu es vers le bon chemin. Ce qui se passe, c'est quoi? On prend cette opposition colorée, n'est-ce pas? C'est un peu comme si on avait un verre ici et un autre verre là. Donc, on a des verres, on a des verres. Quand on prend, on a mis le pic, voilà, on a mis ici. C'est ici, ça réfléchit à ce maximum. Donc, on a déjà quelque chose de vert dans le verre. On est d'accord? Maintenant, comment est-ce que la végétation réfléchit dans le rouge? On a mis dans le moyen de plan rouge. Il réfléchit comment? Moyennement. Donc, on suppose que moyennement, donc on va mettre un. Il y a du sombre. Parce que le blanc et le noir ne sont pas des couleurs, on dit c'est des tons. C'est vrai, non? Voilà. On met du sombre dedans. Et la végétation réfléchit comment dans. Encore, donc du sombre. Et les sols nus réfléchissent comment? Disons les hommes, bon, pas des sols nus. Ça, c'est une végétation dense. Ça va réfléchir très faiblement dans le moyen de plan rouge. Et puis très faiblement dans le. La seule raison qu'ici, il y aura beaucoup d'eau. Ici, il y aura beaucoup de chloro. C'est pareil qu'ici. Donc ici, c'est un peu comme si on verse du sombre, mais j'allais dire un peu plus clair. C'est pas ce que je veux comprendre. Pour dire que quoi? Il y a d'abord de la végétation, c'est vert. Mais cette végétation-là est beaucoup plus impactée par les sols nus qui ont tendance à plus réfléchir. Vous voyez, non? Donc c'est du vert, mais auquel on ajoute du clair et du clair. C'est pas ce que vous comprenez? Par contre, on a du vert et puis on ajoute du sombre et du sombre. Parce que dans tous les cas, plus la végétation est dense, c'est-à-dire ça couvre beaucoup plus le sol. Donc le sol a fait peu d'effet. C'est beaucoup plus la densité de la végétation. Donc, et la chlorophylle et l'eau qui impactent. Donc le vert est plus sombre. C'est dans le rouge, ça va être pareil. Le rouge, ça va être plus sombre, là où c'est dense. Mais là où c'est pas dense, le rouge est clair parce qu'on dit que c'est pas dense. Donc on suppose que cette goutte-là laisse passer, expose un peu plus la végétation qui a tendance à réfléchir dans les autres longueurs d'onde. Donc c'est le rouge, mais qui sera éclairé, de l'autre côté du rouge qui n'est pas éclairé. Je reprends, combien ça va? Je reprends. Dans tous les cas, vous aurez du vert. Ce vert sera impacté par quoi? Quand la végétation est dense, ça ne laisse pas paraître le sol. C'est-à-dire que le sol ne participe pas. Tout sera sombre. Quand la végétation est peu dense, ça laisse apparaître le sol qui réfléchit dans les deux autres vallées. Donc ce vert sera beaucoup plus éclairé que l'autre vert qui est totalement dense, qui n'est pas éclairé. Donc ça sera plus sombre que l'autre. Ça va? Voyez, non? Normalement, si vous appuyez sur ça, vous pourrez interpréter toutes sortes de choses. Deuxième chose, c'est qu'avec ça, vous pouvez interpréter facilement. Par contre, quand vous rentrez dans les ACP, vous allez voir que vous allez faire une composition sur les ACP, vous calculez les indices, et puis vous utilisez les indices pour faire des compositions colorées. L'interprétation devient très compliquée. En ce moment, ce que vous faites, comme avec les bonnes brutes, vous savez grossièrement les différentes classes, vous déposez la composition colorée standard, vous déposez à côté de votre composition colorée à base de ACP. Parce que ce qui va se passer, par exemple, si ici, la couleur que vous avez de la végétation, il va du rouge sombre, rouge pâle, rouge clair. On est d'accord? Mais avec l'ACP là, au lieu d'avoir rouge sombre, rouge un peu moins, rouge un peu. Non, vous risquez d'avoir du vert, jaune, pense à marron, des trucs différents. C'est à cela qu'on parle de discrimination. C'est une composition colorée qui est plus discriminante. Là, on ne force pas le regard. Parce que notre affirmé dit, tu vois, donc c'est vert sombre. Et tu vois, là, c'est vert moyen.
Tu vois, c'est vert. Non, non, tu lui dis c'est jaune, c'est vert, c'est rouge. C'est différent même. On ne pense pas le regard. Donc, c'est vrai que quand vous allez avancer, c'est beaucoup plus discriminant, mais l'interprétation devient beaucoup plus compliquée. C'est justement parce qu'on a la base, avec la composition coloniale, là, on sait dans quelle longueur d'onde on est exactement. C'est plus facile d'interpréter que d'avoir un ACP1 auquel la bonne 1, la bonne 3, ils ont participé, on ne sait pas. C'est la bonne seule qui sait qui est le père de son enfant. Question? Sinon, je pense qu'on peut s'arrêter là, on va faire manip. Dans tous les cas, si vous avez des questions à poser, la séance de demain, comme c'est évidemment manip. Ça ne sera pas les bonnes images, ça sera des petites images, juste pour montrer comment ça fonctionne. Donc, ça. Ça ne sera pas les bonnes images, ça sera juste des petites images pour montrer juste comment ça fonctionne. Après, quand vous aurez un mot, différents machins, vous pouvez machiner, vous pouvez machiner, vous machiner, vous pouvez machiner. Ok. Oui, mon technicien de son, bien été le Question. Par rapport